Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, un honneur à chaque fois de te recevoir, Michel Jean, pour son dernier roman qui s'intitule Joe Jagge. Et j'espère l'avoir bien prononcé. J'ai fait beaucoup de tests et contrairement à beaucoup de journalistes, je pense l'avoir plutôt bien prononcé, Écoute, qui est donc avec l'accent édité. niçois, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Aux éditions du Seuil, dans la collection Voix autochtones, une nouvelle collection depuis déjà quelques mois qui vient promouvoir ces voix autochtones que tu mets en avant depuis déjà quelques années, Michel. Et on est vraiment ravis de te retrouver, puisque c'est une longue histoire avec VLIL. Tu as reçu le premier prix VLIL en 2020 avec une immense fierté qui nous est due. Et puis surtout, on a continué à te recevoir constamment parce qu'on aime évidemment la personne que tu es et l'écrivain que tu es, l'immense écrivain que tu es. Alors déjà, Michel, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu depuis, on t'avait reçu pour Maïkan, il y a déjà, à mon avis, 2 ans. J'aimerais que tu nous parles de ce qui s'est passé depuis, ce qui s'est passé avec les tournées, le livre de Francfort, le livre en Allemagne également à Francfort, où il a connu aussi beaucoup de succès. J'aimerais que tu nous parles de cette historique-là aussi, et on reviendra ensuite sur les termes autochtones que tu mets en avant, la façon d'expliquer les choses, puisque tout le monde n'est pas encore en France adepte de la littérature autochtone. C'est le moment de les convaincre aussi. J'aimerais que tu nous parles de cela dans un premier temps, Michel. Ben, quoi Anthony, quoi tout le monde, je suis très content de retrouver les amis de Vlil parce que j'ai un peu l'impression de revenir à la maison parce que il me semble que ça a commencé quand même beaucoup avec Vlil pour moi, avec Kokum d'abord, Maïkan, puis maintenant Joe Jagge, il y a eu Atuk aussi. Depuis Maïkan, en fait, le roman suivant que je voulais publier en France, ben, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de tournées. J'ai allé beaucoup en Allemagne. Tu parlais de Francfort, Anthony, peut-être. Quand la foire du livre de Francfort, il y a un an, 2 ans, quand j'étais allé, il y a eu un gros boom autour de Cocoon, là, et ça a donné, ça fait en sorte que je vais souvent en Allemagne ou en Autriche, puis j'y retourne au printemps. Puis là-bas, je vois, ils apprécient mes livres et ça se passe super bien. Mon prochain roman va être publié là-bas. Joe Jackie vient de paraître, puis il y a des bonnes critiques dans les journaux là-bas. Euh, j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournées avec mes livres en France. Moi, j'adore aller en France. Je dis souvent que j'aime plus les Français que les Français, ça eux-mêmes, on dirait. Et donc, quand je vais en France, je suis toujours bien reçu et c'est toujours sympathique. Et donc, il y avait Joe Jagge, qui a été publié, comme tu le dis, Anthony, aux éditions du Seuil, dans cette nouvelle collection-là. Puis, c'est un peu hasard qui m'a amené au Seuil. En fait, on avait vendu les droits en poche. Au départ, c'est très drôle parce que Amaury de Paysage me dit on a une offre pour les droits en poche de Cocum c'est une maison d'édition américaine qui s'établissait en France. Puis moi, je trouvais pas que c'était une bonne idée d'aller dans ça parce que c'était pas une maison super littéraire, je trouvais, et tout ça. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait trouver autre chose? Puis c'est mon agent qui avait contacté les gens de Point. Puis au début, les gens de Point étaient oui, mais une des règles, c'est qu'il faut avoir vendu 10 000 exemplaires pour être publié sur les Points, me disait-on. Je pense qu'on était à 7 000, ce qui pour moi était déjà beaucoup. Mais mon agent a dit, ben, lisez Cocum, puis si vous ne l'aimez pas, je vous en parle plus. Puis les gens ont lu, ils l'ont aimé, puis ils l'ont pris. Et là, on a publié Cocum chez Point. Et c'est au Festival américain où on s'était vu, avec certains de Vlil aussi qui étaient là. Et ça s'est super bien passé au Festival américain chez Point. Après une journée, on avait vendu tous les livres. Et là, les gens de Seuil m'ont invité à aller dîner. J'allais en Allemagne, pas en Allemagne, mais en Suède, puis en Estonie. Je suis revenu après ça à Lyon, puis après ça, je suis allé dîner avec eux. Et là, ils m'ont parlé de cette nouvelle collection qui mettait en branle. Et moi, j'étais impressionné parce que, je vais vous le dire, ça n'existe pas une collection qui s'appelle Voix autochtones au Québec. Je veux dire, il n'y a pas une maison d'édition qui a mis en place une collection autochtone. Il y a une petite maison d'édition qui s'appelle la Nénorac, qui est une maison d'édition autochtone, mais il n'y a jamais une maison d'édition importante qui a pris la peine de créer une collection pour des auteurs autochtones. Et ça m'a beaucoup touché, moi. Et donc, moi, j'ai pris le temps d'y penser quand même. Puis après, j'ai accepté parce que moi, je suis quelqu'un qui aime travailler avec les gens. C'est-à-dire qu'écrire un livre, là, c'est un travail solitaire.
Tu sais, on fait ça tout seul. Mes livres, je les écris souvent ici où je suis, dans la cuisine chez moi. Mais faire un livre, c'est un travail d'équipe. Il y a des gens qui travaillent avec toi, il y a des gens qui travaillent sur le texte, sur la promotion, sur tu sais, sur la conception de ton roman et tout. Et même si c'est une grande maison prestigieuse, Seuil, tu sais, la patronne, Bénédicte Lombardo, est une femme humaine. Je me suis senti son amie tout de suite. Et Laurence Bolland, qui est la directrice de la collection, est une vraie croyante dans la littérature autochtone et québécoise. Et donc, c'est avec ces deux femmes-là que je travaille. On a fait Joe Jaggi, qui est paru cet automne. Ça a été un chemin, puis même on a même retravaillé le texte avec Laurence par rapport à la version originale au Québec. Moi, j'avais dit, si tu as envie qu'on retravaille, dis-moi n'importe quoi. Moi, j'aime ça retravailler les textes, ça me fait plaisir. Au début, c'était non, puis après ça, ben, peut-être ceci, cela, puis on l'a fait, puis ça a été un vrai plaisir. Donc, ça a été un 2 ans, Anthony, chargé, mais avec seulement que de bonnes nouvelles, puis des rencontres super, des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Tu sais, j'adore aller dans les librairies, puis rencontrer les lectrices, les lecteurs, puis j'en ai fait beaucoup. Je préfère ça à quand je parle pendant 1 heure de temps devant des gens où j'ai l'impression que je suis comme un humoriste qui répète son numéro d'un endroit à l'autre, tu sais. Sauf que personne rit. Mais quand on rencontre les gens dans les librairies, j'adore ça. Et c'est comme un peu tout ça, je dis souvent que Almanda Veil, ça est parti de Cocum et a été rendu possible par Cocum. Puis à la base, par le soutien des gens de la communauté tu sais, Bookstagram, puis Vlil, tout ça, ça a commencé vraiment comme ça. Puis tu sais, c'est bizarre, tu dis, tu pars d'un truc comme ça, d'aficionados dont tu es toi-même un lecteur. Puis bouf, ça grandit, puis d'autres gens. Alors, c'était que du beau. Et on précise que le livre est sorti en 2021 aux éditions Libre Expression au Ouais. Québec, et donc il apparaît aujourd'hui sous sa forme française ici. J'aimerais que déjà en préambule, tu vulgarises, entre guillemets, l'expression de communauté inoue, de littérature autochtone, aussi pour que ceux qui ne connaissent pas encore ou qui s'apprivoisent peut-être ces termes-là soient conscients de la difficulté du vocabulaire qui est peut-être différent entre le Québec et la France. Les termes n'ont pas forcément les mêmes définitions. Je pense notamment aux termes amérindiens. Je pense à ces termes-là qui, quand on est issu de la communauté Innu, sont parfois insultants ou en tout cas difficiles à comprendre. J'aimerais que tu nous fasses déjà en préambule Hmm. cette petite réserve. Dans Jojagi, il n'y a aucun mot que j'ai changé ou adapté à la France, parce qu'à la base, j'écris j'écris pas en québécois. Les termes autochtones, nous, par exemple, le terme amérindien, bon, indien, ça, c'est un no-no. On le dit plus. Alors, même en France, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est mal. Parce qu'on n'est pas des Indiens, on vient pas de l'Inde. Amérindien, qui était comme les Indiens d'Amérique, on n'est pas des Indiens d'Amérique non plus, mais on l'a dit longtemps nous-mêmes. Mais maintenant, ce qu'on dit, on préfère, dans le fond, c'est bon. On dit autochtone, c'est un terme générique, mais Première Nation. Alors, juste pour vous donner un petit cours rapide, là, mais il y a 3 types d'Autochtones au Canada. Il y a les Métis, et ça, un Métis, c'est pas un Autochtone dont la mère est blanche. C'est la nation métisse, Louis Riel, qui est un personnage historique important dans l'histoire du Canada et des Autochtones. C'est un peuple qui est né des premiers colons français dans les lacs dans le nord du Manitoba avec des Autochtones. Puis ça a donné un peuple qu'on a considéré comme un peuple autochtone. Puis ils ont même fait une rébellion, puis leur chef a été pendu par le gouvernement du Canada, Louis Riel. Et sinon, il y a les Premières Nations et les Inuits. Les Inuits, ils vivent dans le Grand Nord. Eux, ils vivent, puis si vous prenez le globe comme ça, là, vous le regardez comme ça, ils vivent tout autour du pôle Nord. Ils sont en Alaska, ils sont au Groenland, les Samis, dans le nord de l'Europe, sont parents avec eux. Et les Premières Nations sont arrivées, ben, pas que, mais en bonne partie par le détroit de Bering il y a 10 000 ans. Et donc, se sont répandus dans l'ensemble de l'Amérique. Ça va de l'Amérique du Sud, des Incas et tout ça, jusqu'ici. Donc, quand on est une Première Nation comme un Innu, moi, je suis membre d'une Première Nation, mais en même temps, je suis aussi un Autochtone. Donc, on peut dire Première Nation, Autochtone, premier peuple. C'est une bonne chose d'éviter les mots comme Indien, Amérindien, indigène, on dit souvent ça en France. C'est pas dans le langage tellement. En anglais, ils disent indigenous.
qui est comme le terme le plus populaire actuellement. En français, indigène, pour nous, ça sonne un peu Afrique quand même, je vais vous dire. Tu sais. Alors, c'est ça. Mais en général, je dirais les gens sont indulgents avec les gens de l'extérieur du Québec quand même. Moi, par exemple, je pense que c'est dans Cocoum, Amaury avait mis Amérindien derrière à l'époque. Puis je l'avais laissé parce que je me suis dit, bon, ben, il faut quand même que les gens comprennent. Tu sais. Puis je peux pas demander aux Français d'être à la même page qu'au Québec sur ces questions-là, parce que ça prend quand même un peu de familiarité, du temps, etc. Mais c'est ça. Je pense que si on évite Indiens, Amérindiens, puis on dit Autochtones, Premières Nations, c'est tout bon. Alors, on va partir du titre, Joe Jagge, qui signifie donc Montréal dans la langue Innu autochtone. À quoi ressemble cette ville aujourd'hui et à quoi ressemblait-elle avant? Comment l'as-tu vu évoluer aussi? Puisque c'est évidemment, on parlera tout à l'heure du square Cabot, mais d'abord de cette ville-là, puisqu'elle est représentée en couverture aussi du livre. J'aimerais que tu nous parles d'elle pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller à Montréal, et c'est mon cas, j'ai hâte, mais il faut dire que le livre ne nous donne pas forcément toujours envie d'y aller. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est jamais manichéen. J'aimerais que tu nous parles de cette ville et pourquoi l'avoir choisie aussi pour compléter cette trilogie. On parlera du terme trilogie tout à l'heure, qui n'est pas toujours réel en tout cas, il n'est pas spécifié ainsi, mais on l'imagine que c'est une trilogie. Raconte-nous ton Montréal, ta vision de Montréal et de Joe Jagge. Alors, Montréal, c'est le Québec, c'est la moitié de la population du Québec qui vit à Montréal. C'est plus important au Québec même que Paris en France. Il y a Montréal et la province. C'est une grande ville de 2 millions d'habitants quand même, et plus même quand on prend autour de Montréal, les banlieues. Et c'est une ville où on ne voit pas beaucoup d'Autochtones. Si vous débarquez, par exemple, à Vancouver, dans l'ouest, sur la côte ouest du Canada, vous allez avoir l'impression de débarquer dans un territoire autochtone. Il y a de l'art autochtone à l'aéroport. Il y a une présence de la culture autochtone dans l'environnement. À Montréal, il n'y a rien de ça. Vous débarquez, vous ne savez pas que vous êtes dans un environnement autochtone. On est dans une réalité différente. Au Québec, on est dans une réalité où le français et l'anglais sont sujets de débats, puis de combats, puis de débats politiques aussi depuis longtemps. Donc, ça occupe l'espace public et les Autochtones sont marginalisés. Et, mais c'est une ville où il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent. Euh, Joe Jagge, c'est ainsi que les Autochtones appellent la ville. Ça veut dire quelque chose comme là où la rivière se sépare, c'est du Mohawk. Et les Mohawks, c'est une des nations autochtones. Ils ont trois réserves au Québec, dont une qui est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, juste en face de Montréal. Euh, Quand les Français sont arrivés, Jacques Cartier, en 1534, ils ont descendu jusqu'à Montréal. Puis il y avait un village. Iroquoien, c'est pas c'est un peu comme la branche, si tu veux, des Autochtones. Les Iroquoiens, c'était les semi-nomades, dont font partie les Iroquois, les Mohawks et tout ça. Et donc, il y avait un village iroquoien avec une palissade autour, plusieurs maisons longues, etc. Donc, il y avait une présence autochtone. Quand 70 ans plus tard, Champlain est revenu, ils n'étaient plus là. Et ils se promenaient, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, mais pour nous, ça reste quand même un territoire autochtone. Et j'ai choisi de situer l'histoire à Montréal parce que si vous marchez dans les rues de Montréal, comme dans toutes les grandes villes canadiennes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup des itinérants. Nous, on dit les SDF en France, des gens dans la rue, il y en a beaucoup qui sont des Autochtones. On est les Autochtones au Québec, nous sommes autour de maintenant 2% de la population du Québec. On n'est pas tellement nombreux, mais on est jusqu'à 13% des itinérants dans les rues. C'est beaucoup par rapport au nombre total. Et beaucoup des itinérants vont se retrouver à Montréal parce que quand ça va mal dans les réserves, ils se retrouvent dans les villes. Et donc, j'ai voulu raconter cette ville où, malgré le temps, il y a encore des Autochtones. Et pour moi, le territoire, Montréal, même si c'est une grande ville avec des tours de verre très nord-américaines, très urbaines, qu'une concentration de population, on se croirait à Boston ou à une ville comme ça, mais le fleuve est encore là, la montagne est encore là, le territoire est encore là et nous, on est encore là. Et même si on ne nous voit pas, il y a encore beaucoup d'Autochtones. Donc, j'ai voulu raconter ça, raconter que oui, la vie est différente, mais le territoire et les premiers peuples sont toujours présents. Alors, je vois que tu as mis un feu d'artifice derrière toi. Je ne sais pas si cela veut dire que les paroles sont bonnes, mais
mais, mais c'est la première fois que ça arrive. Michel, ça ne pouvait arriver qu'à toi. J'aimerais qu'on parle du Square Cabot, ce lieu de rassemblement de plusieurs personnes autochtones itinérantes dans la métropole québécoise, du nom de cet explorateur que, évidemment, j'imagine en France, on connaissait pas ou peu. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là aussi? On parlera évidemment ensuite du personnage principal d'Ellie, mais d'abord cette localisation de ce square-là, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que, j'imagine que oui, bien sûr, mais euh, est-ce que tu y es déjà allé? Est-ce que tu as déjà communiqué avec des personnes Ouais. qui étaient là-bas? Raconte-nous aussi ce square. Oui, mais c'est vraiment un lieu où se rassemblent beaucoup d'Autochtones qui vivent dans la rue. Et comme ils sont très nombreux là, ben, il s'est organisé des services autour, nourriture, hébergement, centre communautaire, des refuges la nuit, notamment pour les femmes, parce que c'est plus dangereux pour elles la rue, on le comprend. Et dans la journée, souvent, les itinérants ils vont se promener, mais ils reviennent. Là, c'est comme un lieu de rassemblement. Et c'est un square, ben, en fait, Giancarlo Caboto, qui est un explorateur italien, très le compte des Anglais, a exploré la côte est du Canada, Terre-Neuve, tout ça. Et dans le milieu, la communauté italienne, pour qui c'est un héros historique, a donc commandité la construction d'une immense sculpture. Et donc, il y a quelque chose que moi, je trouve de très fort comme image de voir ces itinérants au pied d'un des symboles du colonialisme qui vivent là. Je trouve que si j'avais inventé ça dans un de mes romans, on aurait dit Michel, tu mets trop de choses dans ta poutine. Tu sais, c'est comme trop, à un moment donné, c'est comme, mais c'est comme ça la réalité. Et donc, c'est un parc, en fait, là, et c'est de taille moyenne. Je ne sais pas un immense parc, mais en plein centre-ville de Montréal. Alors, entouré de tours de verre, puis de copropriétés, de condominiums de luxe qu'on est en train de construire. C'est un secteur qui se gentrifie au centre-ville de Montréal. Euh, et les Autochtones, ils sont là. Et moi, j'y suis allé souvent quand même. Puis parfois, comme journaliste, j'allais là, puis je les voyais. Puis parfois même, j'allais simplement m'asseoir là, pour regarder les gens, comment c'était. Puis en faisant ça, j'ai été témoin de plein de gestes de solidarité. Un jour, j'étais en train de faire un reportage sur la vaccination. Puis évidemment, il fallait vacciner aussi les gens qui vivaient dans la rue. Et j'étais allé faire le reportage. Et pendant que j'étais là, ben, j'ai vu une vanne, une camionnette, une mini-fourgonnette arriver. Puis il y avait des cocons, des grands-mères Mohawks qui sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont ouvert la malle, puis là, ils ont sorti des boîtes de plastique, puis ils ont emmené les boîtes de plastique dans le milieu du parc, puis ils avaient préparé de la nourriture. Donc, elle avait préparé un repas pour tous les gens qui vivent dans la rue. Ils ont sorti, là, tous les itinérants sont venus vers les dames. Puis là, il y avait une bonne humeur qui régnait. Là, on préparait la nourriture. Honnêtement, ça avait l'air bon. Je regardais ça. Ah bon, ça a l'air meilleur que le restaurant que j'ai mangé. Puis les gens ont mangé et quand c'était terminé, les itinérants ont aidé les dames à ramasser les plats, on a remis ça dans la vanne. Et les dames, elles sont retournées à Ganawagi, qui est à une demi-heure en voiture. Et c'est une forme de solidarité qui existe là-bas, dont on n'entend pas parler quand on est à Montréal, les gens ignorent. Mais c'est très présent. Un jour, j'étais assis dans le parc, je regardais les gens, et c'était l'automne, à peu près à cette période de l'année. C'est 2 ans, je crois. Et je vois une famille arriver avec des vêtements, puis des sacs de vêtements. Et là, il y avait un itinérant qui était là, ils sont embrassés. C'était quelqu'un, un membre de la famille. Je n'aurais pas demandé si c'était le cousin, le frère, mais lui, il avait peut-être 50 ans. Il vivait dans la rue Montréal. Il venait de Pessamit, sur la Côte-Nord. Donc, la famille est partie de Pessamit, qui doit être au moins 7 heures, 8 heures d'automobile. Ils sont venus ici en famille. Ils ont apporté des vêtements d'hiver, des bonnets, des mitaines, des bottes d'hiver. Ils l'ont équipé pour l'hiver, pour qu'il soit bien. Puis là, ils ont jasé avec. Puis après ça, ils sont repartis à Pessamit. Alors, toute cette solidarité-là de petits gestes, il y en a beaucoup. Moi, je trouvais que c'était beau. Et c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Ils voient juste l'itinérant dans la rue autochtone, mais ils ne voient pas l'aide, la solidarité qui s'organise autour. Et moi, je voulais raconter ça aussi parce que on a souvent l'impression quand on parle des Autochtones, puis moi-même, quand j'écris des livres, c'est souvent sur des sujets qui sont durs, mais il y a du beau aussi dans la culture puis dans la vie des Autochtones aujourd'hui. Donc, pour moi, le Square Cabot était comme un lieu d'ancrage
où j'allais planter mon histoire qui va aller ailleurs, mais c'était comme un genre de quartier général où les gens revenaient. C'est pour ça que j'ai choisi d'en faire le quartier général. Il y a d'autres lieux quand même, j'aurais pu en choisir d'autres, mais le Square Cabot pour moi est... En plus, c'est quand même beau autour, tout ça. Fait qu'il y a comme un contraste entre ces... Un jour, quand j'étais là en plein hiver, à un moment donné, je parlais avec un Inuit, un Inuk. Puis il me reconnaissait quand je le revoyais, tout ça. Puis il m'a montré, il dit, viens, j'ai fait un igloo. J'ai dit, t'as fait un igloo. Là, on est au mois de janvier. Il fait -15, -20 à Montréal. Et lui, là, il s'était construit dans le milieu du Square Cabot. Il y avait d'immenses bancs de neige, on ne le voyait pas. Un igloo. Je marchais jusqu'à lui. Je l'ai vu, son igloo était effectivement là, on ne le voyait pas de la rue. Là, j'ai dit, qui t'a montré à faire un igloo, là? C'est un type de peut-être 35 ans. Ben, il dit, mon père, chez nous, dans le Nord, j'ai appris à faire des igloos. Alors, pour se protéger du froid, il s'est construit un igloo en plein centre-ville de Montréal. J'ai dit, wow, c'est quand même incroyable. Je veux dire, tu sais. Et donc, c'est ça pour moi le Square Cabot. C'est un lieu où le beau et le laid se côtoient, mais où il y a une très grande solidarité qu'on voit si on prend le temps de regarder, puis où il y a aussi une culture autochtone qui survit même si on est en ville. Ben voilà. Voilà. C'est Et voilà, je vous ai affiché le Square Cabot, désolé, pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemblait aussi. Je pense que c'est plutôt à peu près parlant. Michel, Ouais, c'est... ouais, exactement. C'est la statue, ça, en bronze de Cabot. Puis c'est un parc avec, bon, un parvis surtout, mais il y a comme des îlots de verdure là, qu'on voit à gauche. Il y en a sur un coin. Il y a aussi, derrière nous, par rapport à la photo, un café la Maison Ronde qu'on appelle, qui est un café géré par l'Itinéraire, qui est un magazine qui est écrit, géré par des SDF. Ils ont des subventions pour ça. Donc, et puis à côté, ben, il y a tous ces services dont je vous parlais tantôt. Alors, tu dis une phrase justement sur ce mot de solidarité. Tu écris: Pourquoi les autochtones venant de différentes nations ont-ils le réflexe de se regrouper quand ils viennent à Montréal? Et la réponse de Jimmy: Parce qu'on a grandi en communauté et que ça ne s'explique pas. En fait, il n'y a pas Ouais. d'explication. Ou c'est un... Non, non, parce que c'est juste comme ça. Hein. Je veux dire, il y a chez les Autochtones ce sentiment. Par exemple, sur les réserves, on ne dit jamais un village autochtone. On dit une communauté autochtone. Le mot village est jamais utilisé par les Autochtones. Tu ne restes pas dans le village de Mashtoyats. C'est toujours la communauté de Mashtoyats. Et pourquoi? Ben parce que c'est une vie en communauté. Alors, il y a des avantages et des désavantages à ça. Là. Moi, je fais toujours attention de ne pas idéaliser parce que, je veux dire, souvent, quand tu es dans une communauté, tout le monde est égal. Alors, c'est difficile d'être différent. Des fois, les gens souffrent de ça aussi. Mais en contrepartie, tout le monde est prêt à s'aider. Tout le monde est prêt à s'entraider. Tu sais, dans Cocum, je raconte, par exemple, quand il y avait des gens qui manquaient de nourriture, comment Thomas Siméon allait porter de la nourriture ou envoyait ses enfants porter de la nourriture. Cette solidarité-là, elle a toujours existé, mais elle existe aussi encore. Donc, dans les communautés aujourd'hui, tout ça reste, mais bon, bien sûr, c'est plus difficile qu'avant parce que depuis les pensionnats autochtones, il y a toutes sortes de problèmes sociaux dans les communautés, mais cette vie en communauté, de faire partie d'un groupe, c'est c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui existe. Et c'est pas simplement une vie de village où tout le monde se connaît, c'est le sentiment de faire partie d'un groupe. Et ça, c'est au cœur même de l'identité autochtone, où on n'est jamais, par exemple, Nitassinan, qui est le territoire des Inuits, comparativement à la France, les gens vont parler que c'est la même chose au Canada. Tu sais, c'est mon pays, c'est le territoire français, c'est notre pays. Alors que nous, on voit plutôt le monde chez les Autochtones qu'on fait partie du territoire. Et donc, c'est pas grand-chose, mais ça change le rapport. Et donc, on se sent moins important. Et donc, on a quelque part plus besoin des autres. Et comme de toute façon, les Autochtones euh, estiment que, par exemple, dans la vie, ben, on a besoin des animaux, de toutes les espèces vivantes pour vivre, puis on les respecte, mais c'est la même chose pour les humains. Tu sais. On a besoin de l'aide. Il y a pas ce sentiment d'être seul au monde.
Alors, ouais. C'est dur à expliquer, de fait. C'est pour ça que dans le roman, je ne l'explique pas tant que ça, puis que je pédale pour l'expliquer maintenant. Le mystère est très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce personnage d'Eli Mestiennapeo. Là, par contre, je pense que je l'ai mal dit. Qui est donc un jeune Inou de la Côte-Nord au Québec qui a tué son père alcoolique, son père violent dans une crise de rage. Et il y a ce monstre qui rôde dans son ventre, qui germe. Résultat, 10 ans de prison. Et à sa sortie, il va être donc banni par les siens. Et j'aimerais qu'on parle tout à l'heure de ce bannissement qui est si important chez les autochtones. Et il prend donc la direction de Tiohtià:ke, où il va rejoindre donc cette communauté d'itinérants. J'aimerais que tu nous parles de ce personnage-là qui est, j'ai bien compris, il me semble, issu d'un certain Raymond Hervieux, qui a eu le même parcours tragique, mais il me semble Ouais, que c'est son frère ouais. qui était plutôt meurtrier. Raconte-nous comment t'es venue cette idée, comment est-ce que tu as discuté, est-ce que tu as dialogué avec Raymond Hervieux, comment s'est passée cette rencontre si elle a eu lieu, et comment tu as décidé de la transformer en Ellie. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que je voulais écrire Joe Jagger depuis un certain temps, puis je pensais à comment je pourrais articuler le roman, les personnages. Tu sais, pour moi, Joe Jagger, c'était la suite de Cocoon puis de Maïkan, dans le sens que la suite de l'histoire, même si ce sont d'autres personnages. Tu sais, c'est après le pensionnat. Le personnage d'Élie Mishtenapeo n'est pas allé au pensionnat, mais ses parents étaient d'anciens pensionnaires. Donc, je voulais montrer que même si les pensionnats autochtones sont fermés, nous vivons toujours avec les conséquences des pensionnats autochtones. Et donc, on vit encore avec les pensionnats. Et, euh, et donc, je voulais chercher des personnages. Et souvent, encore une fois, dans mon travail de journaliste ou quand je me promenais à Montréal, souvent, il y avait un itinérant que je voyais souvent, puis qui s'appelait Raymond Hervieux. Il vient de Pessamit. Puis un jour, j'ai pris une photo de lui puis de moi, j'ai fait un selfie. Puis toutes les fois que je le voyais, Raymond, il me reconnaissait jamais, il était toujours pété, il avait toujours bu beaucoup, ou je ne sais pas quoi. Et donc, je fais une photo, viens Raymond, on va faire un selfie. Regarde, ouais, ouais. Je prends la photo, je fais la photo, puis je la mets sur les réseaux sociaux et je dis, j'écris, toi, tu vois un itinérant, moi, je vois Raymond Hervieux de Pessamit, qui était comme une manière de dire que ces gens-là qu'on voit et qu'on ne regarde pas, qui sont des sans-visage, sont des vrais gens avec une vraie vie, puis des noms, puis des familles. Et là, il y a un ami qui me dit, ouais, Raymond Hervieux, je pense qu'il a tué son père, puis qu'il est banni de Pessamit. Puis finalement, il s'est avéré que c'est son frère, mais c'était le même. Mais ça m'a donné l'histoire de quelqu'un qui est obligé de quitter Pessamit, puis, sa réserve, puis qui se ramasse à Montréal, etc. Donc, le personnage de Raymond Rivieux m'a donné l'idée du personnage d'Élie Mishtenapeo. Et quand j'ai commencé à écrire le roman, à un moment donné, j'ai voulu mettre dans le roman une période où ils iraient lui et d'autres se ressourcer en forêt. Puis il y a quelques chapitres dans le livre sur ça. Puis là, quand j'ai commencé à écrire ça, puis là, le même ami m'a dit, ouais, mais je pense que j'ai vu un documentaire où ils font exactement ça. Genre, oui, je n'avais jamais vu. Là, j'ai trouvé le documentaire, puis si vous allez sur YouTube, ça s'appelle Je ne veux pas mourir. Vous allez le voir, le documentaire. Et de fait, ils ont pris quatre ou trois ou quatre, je ne sais plus, autochtones de nations différentes, puis ils les ont amenés dans le coin de la rivière Bersimé. C'est exactement où moi j'avais situé ça. Et dans les quatre personnes, il y a Raymond Hervieux qui est là. Et là, je me dis, wow, OK, c'est quand même fort. Là, c'est comme si Raymond me suivait. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y en a deux ou trois, je pense qu'il y était trois, puis qui s'en sortent. Mais Raymond Hervieux est celui qui s'en est pas sorti, puis il est décédé l'année passée. Il était fragile à cause de comment il vivait. Mais pour moi, ça a été comme une incarnation. Et moi, j'aime mettre dans mes romans soit des personnages réels, soit des personnages qui représentent de vraies personnes, parce que ça me permet de... Souvent, je trouve que les gens vont penser que j'exagère, que je bonifie ou que mes personnages sont trop, mais si je les invente pas, ils sont vraiment comme ça, les gens. Et par exemple, dans Joe Jagger, les sœurs Napatop, elles sont inspirées de deux itinérantes que j'ai vues, des petites jumelles qui sont toutes petites, une avec une dent brisée devant, comme dans le roman. Et il y a beaucoup des gens comme ça que je voyais un itinérant, me dire, ah, ça va faire un personnage dans mon roman. J'aime prendre des vrais gens comme ça, puis pour moi, c'est pas que je copie ces gens-là, c'est que
C'est comme pour donner une voix à ces gens-là, puis les mettre en lumière. Alors, tu parlais tout à l'heure justement de ramener les peuples natifs dans la nature, et c'est vrai que ça fait partie du roman. Clairement, c'est une partie de lumière du roman. Il y a peu de parties lumineuses dans le roman, et avec beaucoup de violence, beaucoup d'alcoolisme et autres. Cette partie-là, est-ce que pour toi, la nature peut sauver certains individus? Est-ce que elle peut ramener de la vie, ramener de l'espoir à certains individus, notamment itinérants, mais pas que? Ben oui, je pense que oui. Je pense que prenez n'importe qui, enfin, la majorité des gens, mettez-le dans une nature paisible, on se sent bien. Je veux dire, on est dans une belle grande forêt avec les odeurs, puis, je veux dire, on se sent naturellement bien. Un autochtone encore davantage, peut-être, parce que quelque part, c'est se reconnecter avec qui on est. Et tout le monde a quand même, chez les Autochtones, un souvenir lié à la nature, même ceux qui ont vécu en forêt c'est-à-dire en ville ou encore dans des communautés sans avoir vécu en territoire. Il reste quand même quelque chose de ça, ne serait-ce comme pour moi, qui a grandi à l'extérieur, une mythologie qui fait que même quand j'étais jeune et que je grandissais dans une petite ville à 1 heure d'ici, euh, la forêt, pour moi, c'était comme quelque chose. J'étais attiré par ça parce que j'avais grandi avec les histoires de ma grand-mère Almanda, de Jeannette et tout ça. Donc, euh, je pense que, puis dans le documentaire, une des choses qui me frappait, c'est que justement, ces Autochtones-là qui vivaient dans la rue, junkies et tout, après 2 semaines, ils étaient bien. Ils avaient arrêté de prendre de la drogue ou de l'alcool. Ils étaient bien. Puis la profondeur de leurs propos était, comment je dirais, impressionnante. Tu vois que c'est des gens qui avaient réfléchi à plein de choses mais qui prenaient jamais le temps de les exprimer. Et la forêt, pour nous, c'est quand, tu sais, le traumatisme pour les Autochtones, c'est d'avoir été coupé de la forêt. Ça reste dans l'imaginaire de tout le monde. Donc, la forêt, c'est comme une manière de sauter par-dessus ce traumatisme-là, puis de revenir à l'essence de ce qu'on a été. Et même si on ne va pas retourner à vivre dans le bois, de façon permanente, en tout cas, ça fait toujours partie de nous. Donc, moi, je pense que oui, ramener les Autochtones en forêt, les reconnecter sur leurs valeurs, comme je fais dire dans le roman, puis j'avais pris ça d'un des types qui étaient dans le documentaire, il y a plusieurs chemins. Moi, j'ai choisi les mauvais, mais il y a d'autres chemins, ceux des anciens, puis ils existent encore. C'est un type avait dit à peu près ça comme ça. Donc, ces chemins-là sont encore là. Donc, les remonter, moi, je pense que ça ne peut faire que te faire sentir mieux. Alors, il y a une question de Julia qui te demande s'il y a une rivalité entre les itinérants issus de communautés différentes, notamment, ou est-ce qu'il y a une réelle entraide, comme dans le roman? Est-ce qu'on est entre les deux? Est-ce qu'on est dans une mixité aussi et qu'il y a des problèmes dans toutes les communautés? Il y a pas de, j'ai jamais vu, moi, de rivalité entre les différentes communautés. Il y a au contraire une solidarité entre les communautés dans la rue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions entre les communautés en général. Euh, Entre autochtones, on a tendance à se retrouver entre autochtones. Et donc, tu peux être une grosse tribu avec des Atikamekw, des Inuits, des Inuits. Puis entre nous, on va s'appeler frère ou sœur. Frère Atikamekw, une sœur Cri. Donc, il y a cette solidarité-là et là entre différentes nations. Surtout que beaucoup ont des souches communes, les Atikamekw, les Cris, les Anishinaabe, les Inuits. Les Mohawks, les Wendat, eux, c'est comme une autre souche, mais il y a quand même cette solidarité-là. Mais en même temps, je veux dire, au Québec, il y a des tensions. Par exemple, entre les Inuits et les Cris, dans le Nord, les Inuits ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens, parce que quand elle a été créée en 1876, personne ne s'occupait d'eux. Et les Cris, c'est une Première Nation comme nous. Donc, euh, les Cris donc, sont soutenus par le gouvernement du Canada, les Inuits par le gouvernement du Québec, et le gouvernement du Canada est plus généreux que le gouvernement du Québec. Donc, il y a quelque part, des fois, une frustration des Inuits de voir que les Cris ont davantage de services, puis des plus belles maisons que eux ont. Des fois, ça fait des tensions entre eux. Puis ça existe. Mais bon, c'est la conséquence de ce qu'on vit. Entre les Inuits de chez nous, en plus de Mashteuiatsi, et les Wendat, on ne s'entend pas du tout sur
la division du territoire. Les Wendat sont arrivés, je me souviens plus en quelle année, vers 1700 à peu près. Ils étaient en Ontario, puis il y avait c'était des alliés des Français, il y a eu des conflits, des épidémies. Leur population, je pense qu'il en restait 300 ou 800, je ne sais plus trop. Puis ils les ont déplacés au nord de Québec, à l'ancienne Lorette. Et donc, ils sont installés là. Mais les Inuits, eux, étaient jusqu'à Québec. Et donc, aujourd'hui, la réserve phonique de Laurentides au Québec, les Wendat et les Inuits disent que c'est leur territoire. Mais ça tire des carabines au-dessus de la tête dans le bois, là, puis ça se chicane fort. Je veux dire, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ça s'applique aussi aux Autochtones. Je veux dire, on n'est pas mieux que les autres. Tu sais. Moi, je le répète tout le temps. Mais il y a quand même une solidarité. Tu sais, c'est comme entre Français, entre le Sud et le Nord, mais s'il y a un conflit ou il y a un problème, les gens vont se retrouver ensemble. Tu sais, on est tous des Français quelque part. Mais c'est un peu la même chose. Et Gromit te demande si, à partir du moment où, alors sans spoiler, lorsqu'Ellie enquête, notamment en lisant les rapports de police, est-ce que le fait divers est réel? Qu'est-ce qui est potentiellement inventé aussi? Qu'est-ce qu'il y a de réel, de vrai dans cette partie-là? Les faits divers sont inspirés de vrais faits divers qui sont arrivés. Vous savez que quand on vit dans la rue, il y a beaucoup de cas, par exemple, d'Autochtones qui meurent frappés par les autos, etc. Parce que quand tu vis dans la rue, tu es plus vulnérable à ça. Et donc, il y a ça. Et ces faits divers-là sont quand même vrais, puis ont existé. Par contre, des fois, ils ne sont pas tout à fait vrais, dans le sens que je les ai ajustés en fonction de l'histoire. Mais comme je dis toujours, tout n'est pas vrai, mais tout est vraisemblable. Puis des fois, c'est pas arrivé ici, c'est arrivé ailleurs dans le Canada. J'ai pris des événements et je l'ai mis dans ça. Et quand je dis vraisemblable, c'est que pour moi, c'est important que tout ce qui se passe, c'est soit produit ou peut se produire. Je n'invente pas de situations qui sont abracadabrantes ou qui ne pourraient pas se produire. Le massacre des femmes autochtones assassinées ou disparues, c'est un phénomène connu. Euh, le, je parle, tu sais, la question du massacre des chiens nordiques, c'est d'ailleurs le sujet de mon prochain roman, mais c'est des faits historiques. 60 Scoop, les enfants qui sont enlevés à leurs parents et tout ça, ça a commencé dans les années 50 jusqu'aux années 70, où souvent les femmes, quand elles accouchaient, on leur disait votre enfant est mort. Ah, OK, il est mort. Puis on leur disait rien, mais les enfants étaient donnés en adoption, vendus même dans certains cas. Tout ça, c'est de vraies histoires. Alors, il y a une question de Nazia à présent qui est doctorante en littérature et qui travaille sur tes livres, Michel. Ah, Elle voudrait merci. savoir quel est l'impact de ton rapport à la nature dans tes écrits, évidemment, et comment tu le mets en relief avec l'identité de tes personnages. Tu parlais tout à l'heure de reine-mère en tant que nature, que pour les autochtones, la nature était extrêmement importante. Comment tu le mets en relief par rapport à tes personnages? Ben, pour moi, le territoire est un personnage important dans presque tous mes romans. Euh, dans Maïkan, il était menaçant parce qu'on était dans un territoire où on n'était pas chez soi. Donc, c'était le vent, le froid, l'océan, l'île isolée. C'est un territoire qui n'était pas le territoire des pensionnaires, où ils ne se sentaient pas chez eux. Mais ce territoire-là, il existait quand même. Puis j'ai entendu des gens me le décrire comme ça. Quand je parle de Nitassinan, ou je parle, par exemple, de Montréal, dans Joe Jaggi, ben là, c'est un personnage, c'est comme, c'est plus bienveillant. Dans Joe Jaggi, pour moi, c'est important de dire que le territoire, même s'il a été modifié, même s'il a changé, il est toujours là. Et nous, on est toujours là. Souvent, on a tendance à dire qu'on n'est plus là, puis que bon, maintenant, c'est mort. Non, c'est encore un territoire autochtone revendiqué et non cédé dans des traités par des nations autochtones. Euh, et de façon générale, comme je le disais tantôt, le rapport au territoire vient du fait que pour nous, ce n'est pas notre territoire, c'est nous qui appartenons à ce territoire-là. Et ça change simplement le rapport au territoire. On a toujours le sentiment qu'on en fait partie sans le dominer. Ça, c'est quand même une nuance euh, importante avec la culture occidentale par rapport au territoire. Mais, en même temps, ça, c'est un, peu- c'est un, c'est un, c'est
c'est bienveillant, je trouve, le territoire, parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre. Donc, c'est un personnage qui est là autour, dans mes romans, pardon, qui est une présence, parfois menaçante, souvent bienveillante, puis qui est comme plus grand que nous, si je le décris. C'est un peu c'est comme un être supérieur, si on veut, mais c'est la nature, hein, puis c'est le monde. Puis nous, on s'inscrit dans ça. Je sais pas si je l'explique très bien. Oui, je pense. Tout à l'heure, on parlait de trilogie, puisque ça démarrait avec Koukoum, avec ton arrière-grand-mère, ensuite avec Atouk, où c'est la fille qui retourne dans ce monde blanc, Oui. et et ensuite avec Joe Jagger, où ce sont les petits-enfants avec ces fameuses conséquences des pensionnats. Et évidemment, il y a des personnages qu'on retrouve de Maïkan, comme Jimmy et Audrey Duval, qui étaient au cœur de Maïkan aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette volonté-là de faire œuvre, j'ai envie de dire, de faire œuvre avec cette trilogie de... est-ce que cette trilogie va continuer et donc devenir une, je sais pas comment on dit, quadrologie, peut-être? Je sais pas. Peut-être. Justement, j'aimerais que tu nous parles de ça, de cette volonté de t'inscrire aussi dans quelque chose de plus grand qu'un seul livre. On a l'impression que tu es en train de construire une œuvre monde qui permettrait de faire un état général des autochtones, des peuples autochtones et de leurs difficultés à exister au Canada. Euh, oui, hein, mais je ne me prends pas pour Balzac, là. Comprenez-moi bien. Mais ce que j'aime, ça s'est fait de façon non prévue, je le dirais comme ça. Parce que, bon, le premier roman, bon, il y avait Atouk. Dans Atouk, je racontais, bon, des histoires de ma grand-mère. Puis je raconte, par exemple, comment les enfants sont amenés, tout ça. Euh, dans Maïkan, euh, il y a des personnages que là, on découvre. Tu sais, Thomas, bon, pas Thomas, mais Charles en France, il y avait un autre nom à l'origine pour ça. Et donc, de Jimmy, puis de Audrey Duval. Quand j'ai écrit par la suite, à un moment donné, dans Joe Jagger, j'avais besoin d'un personnage d'une avocate. Pourquoi pas prendre Audrey? Ça se passait avec des itinérants. Pourquoi pas prendre Jimmy qui faisait ça? Et je trouve que ce que ça me permet, c'est que ça permet de mailler les histoires dans quelque chose qui est comme justement une toile plus grande. Puis ça permet aussi, moi, personnellement, ça permet à ces personnages-là de vivre encore parce que je suis attaché à ces personnages-là. C'est des personnages que j'aime et tant que je peux les réutiliser, ben pour moi, ils sont comme encore vivants. C'est dans ma tête, là, mais ils vivent. Et il y a le personnage de Jean-Nicolas Legendre qu'on voit aussi, c'est le journaliste, qui est un personnage que vous connaissez peut-être moins, mais que j'ai utilisé dans deux romans précédents comme personnage principal. Mon premier roman de tout, Un monde mort comme la lune, ça se passe en Haïti au moment du départ du président Aristide, puis c'est l'histoire de Jean-Nicolas Legendre. Quelques romans plus tard, le roman juste avant avant Kokum, qui s'appelle Tsunami, ça se passe au Sri Lanka quelques mois après. On est en 2005 au Tsunami, puis c'est le même personnage de Jean-Nicolas Legendre. Et quand j'ai besoin d'un reporter, ben, je l'utilise. Tu sais, il y a il y a un petit rôle un peu dans Joe Jagger, mais, mais il est encore là. Puis j'aime ça, tu sais, de le prendre puis l'utiliser aussi. Euh, dans mon prochain roman, je ramène dans un petit rôle aussi Audrey et Jimmy, qu'on n'imagine pas. Alors, pour moi, c'est comme si ça me permettait de prendre des romans et de développer comme une toile. Puis tout cet univers-là existe en même temps. Puis ces gens-là, on est dans cet univers-là toujours. Et moi, j'aime ça le faire parce que je trouve aussi que pour les lecteurs, lectrices, ça rend ça plus. Ça donne comme ça incarne un peu les. C'est pas comme un personnage, on recommence avec un autre livre, on repart avec. Comme je suis toujours un peu dans le même univers, même si c'est toujours différent, on peut les voir apparaître. Donc, tu sais, je pense que si quelqu'un a lu My Camp, quand on voit Joe Jagger, c'est quand même intéressant de voir Jimmy et Audrey. Parce que, tu sais, on les a aimés dans My Camp, ben, j'espère. Puis on les voit là. Puis c'est plus fun d'avoir Audrey plutôt que d'avoir quelqu'un d'autre qui partirait donc sur la traque, sur la côte nord. Ouais. Alors, avant que tu nous lises un premier extrait, puisqu'on arrive à quasiment la moitié de la rencontre, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Oui. Voilà.
Préparez-vous. Elle arrive. 3, 2, 1. C'est parti. C'est parfait. Merci. Allez, c'est à toi, Michel, pour un premier extrait et après, ce sera au tour d'Anne de poser sa question. D'accord. Je vais vous lire, c'est le deuxième, troisième chapitre, c'est au début, le chapitre La ville. Pour Élie Meshtanapéo, qui n'a jamais vu une grande ville, Montréal semble à la fois effrayante et décevante. Effrayante, car il n'y a aucun repère. Tout ici lui est étranger. Décevante parce qu'elle n'est qu'une infinie succession de bâtiments anonymes, de rues sales, de visages indifférents à ce qui les entoure. Élie n'a aucune idée d'où aller, ni même où il se trouve. Il fait nuit, mais peut distinguer une montagne, à l'ouest, et juste devant lui, le parc Émilie-Gamelin, qui ressemble à une étrange forêt de béton illuminée. Il s'allonge sur un banc et s'endort sans même s'en rendre compte. Pas longtemps, juste assez pour récupérer un peu. Quand il rouvre les yeux, son sac avec tout ce qu'il possédait a disparu. Effaré, il regarde à droite, à gauche. Il se précipite vers un homme assis par terre, le doigt appuyé contre un mur de la station. As-tu vu mon sac, hein? Le regard vitreux, un regard vitreux tente de se fixer sur lui. T'as vu qui a pris mon sac? Oui, mon frère, répond l'homme d'une voix hésitante. Élie répète sa question en inou, mais l'autre semble encore plus confus. Je parle pas inou, dit-il sans conviction. Je suis Atikamekw, mon frère. Élie avait croisé des Atikamekw dans des tournois de hockey au powwow. Il arrivait à saisir des bribes de leur langue, mais pas assez pour amorcer une conversation. As-tu vu qui a volé mon sac? Demande-t-il en haussant le ton. L'autre tend la main. As-tu un petit deux pour moi? Le cœur d'Élie s'accélère et il cherche autour de lui, parmi les badauds, la personne qui aurait pu lui dérober son seul bien, mais il trouve que des visages fermés qui se détournent quand il interroge du regard. Des promeneurs et des touristes déambulent sans se presser sur la rue Sainte-Catherine, réservée aux piétons à cette hauteur. Jamais il n'a été entouré d'autant de monde et pourtant, jamais il ne s'est senti aussi seul. Les cimes des immeubles de béton qui l'encerclent se perdent dans la nuit. Cette ville insaisissable se montre aussi froide que terrifiante. Et puis, il y a ce bruit, omniprésent, comme une sorte de bourdonnement qui semble émaner des rues, des trottoirs, des bâtiments, et qui n'arrive pas à discerner. Le claquement des chaussures sur le béton, le bruissement des conversations portées par le vent, les éclats de rire qui se mêlent au grondement des camions dans la côte de la rue Berry, le ronronnement des autos qui attendent au feu de circulation, tout ça forme un singulier chant syncopé. C'est le cœur de la ville qui bat. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que toute cette ville-là que nous, on prend pour acquis, c'est la ville, parce qu'on a tous, on sait c'est quoi la ville, mais quelqu'un comme Élie Meshtanapéo qui a toujours vécu dans une communauté loin, il n'a jamais vu ça, puis pour lui, c'est comme s'il se retrouvait sur Mars. Il n'y a rien de ça qui est de son quotidien, qui est naturel, même le bruit des camions, toute la ville, tu sais. Puis ça, c'est la réalité pour beaucoup de ces gens-là quand on vient de communautés lointaines comme le Tashkon, comme dans le cas d'Élie Meshtanapéo. Le fameux déracinement. Oui, puis le sentiment d'arriver dans un pays étranger aussi. C'est comme si il débarque à Montréal, mais il n'est pas moins dépaysé que s'il débarquait en Italie ou sur une île grecque. Pour lui, c'est complètement différent de tout ce qu'il connaît. Anne, c'est à toi. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Alors moi j'ai une question parce que je dévoilerai rien en disant que le livre s'ouvre sur ce qui semble être le meurtre d'un père par son fils, donc Élie, et on comprend que Élie est banni. Or, Élie effectue une peine de prison. Enfin, on comprend qu'il a été jugé, qu'il effectue une peine de prison d'une dizaine d'années, et pourtant, à aucun moment il imagine possible de retourner dans sa communauté parce qu'il y a ce bannissement. Et j'ai trouvé ça dur et curieux parce qu'il a été jugé et il a payé pour son crime. Donc, comment expliquer ce refus de cette communauté de donner presque une deuxième chance? J'ai trouvé ça très dur. Oui, mais justement, c'était volontaire dans mon intention, c'est que le bannissement, ça fait partie de la justice autochtone. On a notre propre justice, nos manières de juger les gens. Alors, et souvent, les gens ridiculisent un peu ça parce que, ouais, ben, bannir, la personne n'a fait pas de prison, elle n'a juste pas le droit de retourner chez elle.
Et souvent, les gens se moquent un peu de la justice autochtone. Et moi, je pense que c'est pire, parce que c'est comme si tu n'as plus jamais le droit de retourner chez vous. C'est plus dur encore, mais sans violence, sans l'enfermer, sans le frapper, sans rien. Euh, et donc, la prison, ben, c'est la sanction des Blancs. Le bannissement, c'est la sanction de sa communauté. T'as tué, t'as pas le droit de revenir. C'est comme ça. Et en même temps, ça fait partie de quand je dis que je ne sais pas d'idéaliser les sociétés ou la culture autochtone, ben, il y a un peu de ça aussi. Tu sais, je vais montrer un peu ce que c'est. Avec ce que ça a de beau, ce que ça a de dur, mais souvent on la comprend mal. Donc, la personne qui est bannie, elle est bannie, mais elle vit quelque chose de très dur à ce moment-là. Et ouais, c'est comme ça. Et en même temps, j'imagine que bon nombre d'individus aujourd'hui ne le disent pas, mais ne sont pas pour une réhabilitation de la prison. En tout cas, je trouve que c'est curieux de voir que cette justice est moquée, puisque inconsciemment, je suis persuadé que beaucoup de Français, notamment, rejetteraient, si cela était possible, les individus de leur communauté. Oui, mais en fait, oui, mais en fait, c'est juste que c'est comme la peine capitale, si on veut, pour les Autochtones. Quelqu'un qui a toujours vécu en communauté, d'être expulsé de la communauté, c'est une forme de peine capitale. Et il y a des bannissements qui ne sont pas à vie. Par exemple, à un moment donné, j'étais à la Pessamite, puis en rentrant dans le dépanneur, dans le tabac du coin, ben, il y avait la photo des gens avec bannis. Alors, c'est pour des questions de trafic de drogue, ils étaient bannis pour une période de temps. C'est comme des peines de prison, mais qui n'étaient pas à vie. Et ça varie, puis ça va varier d'une communauté à l'autre. Et ça va se passer de différentes façons. C'est comme ça. Moi, j'essaie de témoigner de la réalité aussi autochtone, avec ce qu'elle a de beau, puis des fois ce qu'elle a de dur aussi. Tu sais. Comme je dis, mon but, c'est pas d'idéaliser tout ça, c'est de le rendre comme c'est pour permettre aux gens de le regarder aussi. Il y a une question de Julia sur la langue autochtone. Elle se demande si les langues autochtones sont transmises ou enseignées aux nouvelles générations, qu'il s'agisse des familles ou au sein des écoles. Est-ce que ça a évolué aussi depuis quelques années, notamment avec ton rôle d'écrivain qui a beaucoup fait parler. Ça a permis aussi d'avoir une certaine conscience collective, même si ce n'est jamais assez, mais ton rôle d'écrivain a aussi influencé, j'imagine, les politiques. Ben, les langues autochtones, elles sont, comment je dirais, elles sont toujours vivantes, mais elles sont menacées. Euh, on perd une langue autochtone dans le monde à chaque jour. C'est pas qu'au Québec que ça existe. Il y a des langues qui sont en meilleure santé que d'autres. Le Mohawk, euh, j'étais à Oka, dans la communauté là-bas il y a un an, puis je pense qu'il y a 44 personnes seulement qui parlent la langue. Les Wendat, donc, qui ont une communauté près de Québec, la langue était considérée comme éteinte. Ils ont réussi à la recréer à partir de vieux textes, puis du Mohawk, c'est des langues quand même sœurs, puis ils le réapprennent aux gens un peu, mais il n'y a personne qui parle le Mohawk de façon courante. Le Lino est parlé, mais il faut avoir grandi dans une communauté pour le parler. C'est très difficile de l'apprendre si on vit à l'extérieur. À Noutashquan, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent Innu. Dans les communautés plus loin de moi des grands centres, même, il y a encore des gens qui ne parlent qu'Innu, qui ne parlent pas français. Mais ça tend à disparaître. Les gouvernements ne font rien pour protéger les langues autochtones. Au Québec, il n'y a qu'une seule langue officielle, c'est le français. C'est la seule langue qui est reconnue par le gouvernement du Québec. Ce qui fait que quand une langue, et donc c'est la seule langue officielle, c'est fou quand on y pense parce que les langues autochtones sont quand même parlées depuis plus longtemps. Mais le Québec ne les reconnaît pas comme des langues sur le même pied que le français. Et il n'y a que le français qui est enseigné à l'école. Les communautés ont commencé à enseigner leur langue sur leur territoire. D'ailleurs, les Siméons ont été des pionniers à Machteuias pour réintroduire l'enseignement de l'Innu dans les cours, même si c'est compliqué à faire. Mais la difficulté, c'est que souvent les jeunes, euh, ils vont dans des écoles qui sont à l'extérieur de la communauté. Même si leurs parents leur parlent en Innu à la maison, ils veulent parler la même langue que leurs amis dans la cour d'école. Et c'est le même problème que les francophones qui se retrouvent en milieu anglophone au Canada. L'assimilation elle est souvent importante au plan de la langue. Par exemple, moi,
qui est grandi à l'extérieur, et même ma mère. Sa mère elle parlait beaucoup plus facilement en Innu qu'en français. Et ma mère, elle ne parle pas l'Innu. Moi, je ne l'ai pas appris. Alors, les langues autochtones, elles sont menacées. Ça, c'est clair. Mais il y a une volonté de plus en plus vibrante dans les communautés de les préserver. Et moi, ça me donne espoir quand même. Mais elles sont sous assaut, disons-le comme ça. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de ce personnage de Kaya qui OK. voit tout, qui voit toute la vie, en réalité, avec les paroles d'Ainsi soit-il, d'un groupe de rock qui s'appelle les Vilaines Pingouines. Je crois que c'est la première fois que la musique intervient réellement dans tes romans. Je sais pas, j'ai peut-être Ouais, raté ouais. quelque chose, mais je crois que c'est la première fois que c'est aussi frappant. Raconte-nous l'histoire de ce personnage-là, parce que j'imagine que lui aussi, tu le connais plutôt bien. Comment s'est passée cette quête de ce personnage-là? Ben, en fait, tu sais, quand j'étais en train de construire le roman, je cherchais un personnage qui serait, bon, qui aurait un peu d'humour, mais espèce de personnage un peu, comme on va dire au Québec, fucké, dans le sens que ce qu'il dit il est un peu bizarre. Puis j'étais dans la voiture, puis j'écoutais la radio, puis j'entends une pièce des Vilains Pingouins, qui est un groupe rock, punk un peu, des années 90, qui a été très populaire. Et j'avais comme ça me rappelait un souvenir de quand j'étais plus jeune. Et au Gala de la Disque, qui est comme les Victoires ici, il y avait eu euh, il y avait Richard Desjardins, qui était finaliste au titre de meilleur compositeur, auteur-compositeur. Puis là, tu sais, Richard Desjardins, qui était un grand, bon, OK, c'est normal qu'il soit meilleur texte. Et là, après ça, finaliste, Rudy Kaya de Vilain Pingouin. Je me suis, je m'étais dit, Rudy Kaya de Vilain Pingouin dans la même catégorie que Richard Desjardins. Puis là, ils font comme souvent des résumés avec des vidéos, des extraits de texte. Puis je me dis, c'est vrai que quand tu écoutes ces textes, ces paroles sont vraiment belles. Tu sais, il y a une profondeur dans les textes et tout ça. 30 ans se passent, je suis dans la voiture, j'entends Vilain Pingouin, puis je me dis, waouh, c'est quand même beau le texte de Vilain Pingouin. Et là, je me remémore cet événement-là. Et là, je me dis, peut-être que je pourrais trouver utiliser les textes de Vilain Pingouin. Et là, je reviens chez moi, puis là, je commence à écouter Vilain Pingouin, puis je trouve plein d'extraits de textes que je pourrais utiliser dans mon roman. C'est comme un hasard. C'est pas que j'étais un si grand fan, je les aimais bien à l'époque, là, mais tu sais, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de prendre un personnage qui se prendrait pour Rudy Kaya, qui est un ancien prof de littérature. Puis la description physique, c'est celle de Rudy Kaya. Puis les gens l'appellent Kaya à cause de ça, parce que bon, il ne parle qu'en paroles de Vilain Pingouin. Et chaque fois que j'avais besoin de paroles, je fouillais dans le texte et je trouvais quelque chose de Vilain Pingouin qui, euh, qui, euh, qui correspondait à ce que j'avais besoin. Et donc, c'est le personnage de Kaya est venu comme ça. Puis moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le roman parce que je trouve que ça donne un petit côté déjanté, mais en même temps, ça apporte à un certain moment où tout est lourd, ça apporte un peu de légèreté. Puis il y a cette humanité quand même dans le personnage quand à un moment donné, il a l'impression qu'il va se retrouver sans Ellie, puis Ellie lui dit non, mais je vais toujours être là quand même. Alors, ouais. Puis moi, c'est un peu un hasard. Et, euh, et c'est un de mes personnages favoris. Au début, mon éditrice, elle me disait, tu t'en vas avec ça, je ne comprends rien de ce que tu fais. Elle dit, non, mais attends, ça va marcher. Puis on a trouvé la manière de l'intégrer. Et puis en même temps, il n'y a pas beaucoup d'humour dans mes romans, alors que chez les Inuits, il y en a beaucoup dans la vie. Donc, ça me permettait de rajouter quand même une touche, parce que parfois, il fait quand même sourire, le Kaya. Ouais. Mais allez sur YouTube, vous allez voir les vilains pingouins. Puis leur musique est bonne. Et en plus, quand j'ai fait le livre, ben, j'ai écrit à Rudy Kaya, en fait, une fois que le livre était fait, pour demander l'autorisation d'utiliser ses textes. Puis ils existent encore, le groupe, même si on les entend moins, puis tout ça. Puis Rudy Kaya a eu des problèmes de santé, et là, lui, il était hilar, hein, quand il a vu ça, il trouvait ça super drôle. Puis il était très content, puis il nous a autorisé à utiliser tous les textes qu'il avait mis. Alors, ça a été super. Et donc, il s'est retrouvé là-dedans. Puis j'étais en France récemment, on était à Lyon, puis j'étais à Paris avec les gens de Babelio. On a fait une rencontre, puis à Lyon, dans une librairie. Puis ils mettaient après ça, quand on prenait un verre ou on signait, ils mettaient la musique des Vilains Pingouins. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Là.
j'avais fait une petite vidéo, on avait filmé ça, puis j'avais envoyé à Rudy Kaya, puis il rigolait ferme quand même, de son temps. J'ai dit, hey, Rudy, j'ai dit, les vilains pingouins font une tournée en France en ce moment. Malheureusement, c'est pas dans des arénas, c'est dans des librairies, mais c'est super quand même. Dans Ellie dit à un moment donné, se pose la question, est-ce qu'on s'habitue vraiment à tout? Il parle de cette nostalgie de la réserve, notamment de ce déracinement total. Il se sent oppressé quand il arrive là, avec ce sentiment de vide autour de lui. Est-ce que pour toi, on peut s'habituer? Est-ce qu'on s'habitue vraiment à tout aussi? Euh, oui et non. Je pense qu'on s'habitue à tout, oui, d'une certaine manière, parce que on finit par être fataliste. Puis Tu sais, une fois, j'ai entendu une phrase, j'étais au Festival américain, Anthony, justement. Puis j'étais avec d'autres Autochtones qui étaient là, qui venaient de l'Ouest canadien. Puis un jeune homme qui a dit les Autochtones vivent, tu sais, on parle beaucoup de l'apocalypse actuellement, mais les Autochtones vivent dans une société post-apocalyptique. Ils ont vécu l'apocalypse, qui est la fin du monde, et ils sont forcés maintenant de vivre dans un autre monde, un monde qu'ils n'ont pas choisi. Et malgré tout, on s'est comme habitué à vivre dans ça, même si on reste blessé et ou nostalgique. Alors, quelque part, oui, on s'habitue à tout, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est bien ou que ça ne se fait pas sans douleur, souffrance et sans blessure, par contre. Et Ellie, justement, et comme d'autres autochtones, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez universel chez les autochtones, c'est cette grande pudeur de raconter en réalité leur passé. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas raconter leur passé, ils ont cette sorte de traumatisme qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que toi aussi, tu as eu cette sorte de traumatisme? Je sais que tu as aussi ce fameux syndrome de l'imposteur et que au début également, tu as eu beaucoup de mal justement à raconter que tu étais de la communauté Innu et autochtone. Comment se passe ce changement, cette nouvelle habitude à prendre dans un nouveau territoire, pas forcément dans un nouveau territoire, mais pour se montrer au monde? Ben, moi, je dirais, c'est sûr que beaucoup de ces sujets-là dans les communautés sont tabous actuellement. Même encore. Même si on commence à en parler davantage. Tu sais, par exemple, les pensionnats autochtones, quand j'ai publié Maïkan au Québec en 2013, il y a une jeune fille de 18 ans qui vivait à Wahat, sur la côte nord, près de la ville de Sept-Îles, qui m'a écrit: Monsieur Jean, j'ai lu votre livre, merci. Elle dit j'ai jamais aimé, moi, les anciens pensionnaires, mais je ne savais pas pourquoi ils étaient comme ça, parce qu'ils ont souvent beaucoup de problèmes d'alcoolisme, drogue, violence. Elle dit, j'ai jamais aimé les anciens pensionnaires, mais je ne savais pas pourquoi ils étaient comme ça. Et là, maintenant, je comprends, merci. Alors, même les jeunes n'avaient pas grandi en sachant ce qui s'est passé, parce que pour ceux qui l'avaient vécu, qui ont vécu ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas envie de dire, que ceux qui l'ont vécu n'ont pas raconté. Euh, L'année passée, à l'anniversaire du décès d'une cousine de ma mère, Julienne, ses sœurs sont descendues. On est allé on pense qu'elle est enterrée au cimetière de Ganawagé, même si on n'en est pas certain. Et donc, on a fait une cérémonie, on est revenu ici après manger. Puis les cousines de ma mère parlaient, puis elles racontaient des choses que leurs filles n'avaient jamais entendues de leur vie. Ça commence elles ont au-delà de 70 ans et elles commencent à peine à parler de certaines choses. Alors, il y a ça qui est très présent aussi, c'est-à-dire la difficulté souvent de tous ces traumatismes du passé. Les gens n'osent pas les raconter. Euh, j'ai une amie dont la grand-mère a vécu un peu comme dans Cocum quand ils ont inondé et puis construit le barrage. Eux, ils sont sur la rivière Bersimis. Ils leur ont pas dit qu'elle allait inonder le territoire. Et quand l'eau a commencé à monter, la police est arrivée et les a amenés, venez, on va aller vous mettre à l'abri. Ils ne sont jamais retournés chez eux, puis c'est sous la mer, mais c'est sous un immense lac maintenant qui est comme une mer intérieure. Cette personne-là n'a jamais été capable de parler de où elle vivait avant et de toutes ces questions-là. C'est comme impossible pour elle d'en parler. Puis elle a 92 ans, la dame, aujourd'hui. Donc, quand on prend plusieurs personnes, on se rend compte que beaucoup de ces traumatismes-là sont des questions qui sont encore difficiles d'aborder. Et même, pour moi, souvent, c'est plus facile parce que je l'ai vécu de l'extérieur. Mais même pour moi, c'est difficile. Par exemple, quand j'ai écrit la scène dans Cocum
il y a la Drave où, à un moment donné, la famille vient pour remonter la rivière puis que c'est impossible de remonter. Ça, c'est arrivé pas tout à fait avec les mêmes personnages que dans le roman, mais c'est vrai pour vrai, puis ça a été raconté par la sœur de ma grand-mère. Ben, quand j'avais fini d'écrire ça, j'étais en colère. J'avais été obligé d'appeler une amie autochtone pour partager un peu ça parce que je me sentais vraiment en colère. Donc, toutes ces questions-là, ils touchent tout le monde à différents degrés puis à différentes intensités et qui font en sorte que c'est pas facile. Donc, et puis, il faut le dire aussi, les sociétés autochtones, chez nous ici, souvent, c'était des gens de peu de mots. C'était pas des gens ils discutaient, puis ils rigolaient et tout ça, mais c'était pas, je veux dire, Thomas Siméon, c'était pas Rimbaud quand il fallait discourir. Tu sais, c'était des gens qui parlaient pas beaucoup, qui étaient habitués de vivre en forêt, dans un environnement où tu parles beaucoup, les animaux fuient. Donc, ça influence la façon dont on agit, dont on s'exprime. On est silencieux dans l'environnement, on est en harmonie avec l'environnement. Fait que tout ça fait en sorte qu'il n'y a rien dans ça qui rend facile de s'ouvrir sur ces questions-là. Et c'est encore un peu comme ça. Et il y a cette fameuse tradition de l'oralité aussi. Il y a peu d'écrivains inuits ou autochtones, de plus en plus, Comment, par exemple? heureusement, voilà. Ça commence parce que justement, comme la transmission orale n'est plus quelque chose qui existe et qui se peut, ben, on a tendance à le faire par l'écrit. Parce que les gens sont plus autour du feu avec le grand-père qui raconte ou la grand-mère qui raconte les choses et l'apprentissage qui se fait en observant les aînés, comme on le faisait avant, on va à l'école, on vit dans le monde. Donc, les gens ont besoin quand même de raconter leurs histoires. Donc, on est de plus en plus nombreux à se tourner vers la littérature. Je ne suis pas le seul maintenant, il y en a d'autres. Puis, il y en a de plus en plus. Dans 2 semaines, c'est le festival Koyatong, qui est le festival de littérature des Premières Nations qui se tient dans la région de Québec. Et ben, on est nombreux maintenant. Au début, il n'y avait que quelques auteurs. Maintenant, il y en a beaucoup. Euh, Puis moi, ben, j'essaie même d'encourager ça avec les collectifs que je dirige parfois, où on va pousser des nouveaux auteurs, autrices à écrire. Parce que, comme l'avait dit Joséphine Bacon, si nous, on ne raconte pas nos histoires, qui va le faire à notre place? Alors, on est un peu dans cette dynamique-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle moi j'écris sur ces questions-là et que de plus en plus d'autres le font aussi. Et en parlant de ces auteurs-là, il y a un épigraphe dans ton livre de Louis-Carl Picard-Sioui qu'on a déjà reçu ici aussi et dont on a entendu le discours extrêmement engagé. Et tu le cites, personne ne veut entendre les mots dont je souhaiterais, pardon, me libérer. C'est aussi ce que tu ressens. Parfois, oui, quand même. Quand j'ai vu cet extrait-là d'un poème de Louis Carl, euh, ces histoires-là, je veux dire, les Autochtones les ont de travers dans la gorge, très souvent. Mais en même temps, qui a envie d'entendre parler des problèmes des itinérants autochtones, on parle dans... Tu sais, ce qui m'avait donné un peu l'idée d'écrire le roman, c'est un jour, j'étais dans un café et dans la file. Puis j'entendais derrière moi les gens qui parlaient. Puis un des types derrière moi, c'était un employé de la ville qui nettoyait les parcs. Puis il parlait du Square Cabot. Puis là, il racontait qu'il nettoyait le Square Cabot. Puis les résidents des édifices de luxe autour se plaignaient. Parce qu'il y avait des seringues, des condoms, puis des gens qui traînaient le soir. Puis eux, ils ont payé cher pour leurs appartements de luxe. Puis est-ce qu'on peut nettoyer le parc des Autochtones? C'est ça, en fait, qu'il disait. Mais alors, en réalité, cette personne-là qui se plaint de ça, elle n'est pas au courant que ce sont les politiques des gouvernements qui ont fait en sorte que les gens vivent dans les rues. Ce sont les pensionnats qui ont brisé les communautés et même une fois qu'on les a terminés, qu'on les a fermés, continuent, ce qu'on appelle, nous, les blessures intergénérationnelles, ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire qu'on vit avec ça et qui explique pourquoi il y a autant de SDF autochtones dans les rues de Montréal, par exemple, ou dans les rues de toutes les grandes villes du Canada. C'est parce qu'on a des sociétés. Puis une fois que c'est brisé, puis que tu as autant de toxicomanie, violence, etc., ça, c'est comme un train. Mais c'est pas parce que tu décides de mettre le frein que le train arrête. Là, ça prend du temps avant d'arrêter un train. On est pris dans ce TGV-là. Et donc, ça va être long. Et donc, les gens n'ont pas envie d'entendre les vraies raisons. On veut juste régler le problème. Mais la vraie raison, c'est toi, monsieur, qui se plaint de ça, puis de tes gouvernements qui ont provoqué ça. Puis cette réalité-là, moi, j'essaie dans mes livres de la faire passer en douceur, si on veut. Parce que si on est trop
Si on provoque trop les gens se braquent. Et là, à ce moment-là, c'est pas super. Et ça, la communication devient difficile. Donc, j'essaie dans mes romans, moi, d'aborder ces questions-là, puis de faire en sorte que les personnes vont être sensibilisées à l'histoire à travers les personnages, vont s'attacher, vont comprendre, puis vont voir le monde de façon différente. Moi, je le fais dans mes romans, d'autres le font. Chacun le fait à sa manière. C'est vrai que Louis Carle est quelqu'un de plus politisé que moi sur ces questions, puis c'est plus dans sa nature que dans la mienne. Mais on a tous les deux le même objectif, on écrit tous les deux, et ça correspond dans les deux cas à qui on est. Puis c'est bien aussi parce que c'est comme dans une chorale. Si tout le monde a exactement le même ton, ça n'a pas la même richesse que s'il y a il y a plusieurs personnes avec des voix différentes. Donc, on est différents, puis, mais on est de plus en plus nombreux, ça c'est clair. Est-ce que finalement le problème initial ne résiderait pas dans dans l'éducation de l'histoire pour l'histoire qui au Québec est enseignée à partir de 1492, alors qu'on sait tous que, il me semble, hein, que les nations autochtones existent depuis bien plus longtemps que ça. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Ben oui, puis c'est vrai, les cours d'histoire, je l'ai déjà dit même à Vlil, mais nous, l'histoire qu'on apprend quand on apprend l'histoire nationale, l'histoire du Québec ou l'histoire du Canada, comme on apprend l'histoire de France en France, ça commence avec l'arrivée des Européens. Mais les Européens. Puis dans les faits, c'est même pas vrai parce que les premiers Européens ici, ça a été les Vikings, puis ensuite les Basques qui sont venus. Puis les Vikings se sont établis sur la basse-côte nord du Québec, notamment à Terre-Neuve. Puis on en a des preuves maintenant, on le sait. Mais c'est vraiment un récit national qui est basé avec la colonisation, 1492 avec Christophe Colomb, 1534 avec Jacques Cartier. C'est comme si en France, vous vous intéressiez à l'histoire avec l'arrivée des Francs. Puis les Gaulois, les Romains qui vivaient en France, avant, ça n'avait pas d'importance. Nous, c'est comme ça. Avant ça, ça n'a pas d'importance. Et c'est un problème. Ça commence à changer. C'est un problème parce que les gens grandissent avec une certaine vision de l'histoire qui ne correspond pas à l'histoire, ni à la réalité. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait changer de façon importante. À Mastoyas, dans ma communauté, il y a 3 ou 4 ans, on a découvert des vestiges et les archéologues sont allés et ça a permis de déterminer de prouver l'existence d'une vie permanente sur le site de Mastoyas depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans que les gens vivent là. Mais c'est nulle part leur vie dans nos livres d'histoire. On ne s'est jamais intéressé à ça. C'est quand même quelque chose quand on y pense, mais ça change. Et moi, même si je n'étais pas autochtone, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens vivaient, où ils étaient, c'était quoi les... Tu sais, par exemple, les Inuits sont arrivés, ou les ancêtres des Inuits, quand il y a eu la glaciation, ben, ils étaient dans le sud, puis quand la glace s'est rétractée avec le réchauffement, ben, il y a des Autochtones qui sont partis de la côte est américaine, puis qu'ils ont remonté jusqu'au lac Saint-Jean, puis Péquawakami, qui sont établis là-bas. On devrait savoir ça, on devrait apprendre ça, mais non. L'histoire du Canada, c'est l'histoire de la colonisation européenne du territoire. C'est difficile après ça pour les gens, souvent. Puis au Québec, c'est plus difficile que dans le reste du Canada parce que les Québécois qui se battent depuis 400 ans pour survivre comme peuple francophone en Amérique, alors qu'ils sont 8 millions de locuteurs sur 400 millions d'anglophones, ben, les Autochtones, souvent, certaines vont les percevoir comme des empêcheurs de tourner en rond parce que, de dire aux Anglais, c'est notre territoire parce qu'on est arrivé avant vous, ça la fout mal quand des Autochtones disent, oui, mais c'est parce qu'on était là depuis 5000 ans. Fait qu'il y a il y a souvent un malaise, là. Et moi, je dis toujours que c'est plus difficile d'être un Autochtone au Québec que ça l'est dans le reste du Canada. Parce que, justement, pour une bonne portion de la population nationaliste identitaire au Québec, ils ont de la difficulté à reconnaître l'héritage autochtone. Par exemple, il y a la reconnaissance territoriale, c'est-à-dire que, mettons qu'on aurait été ici au Canada, puis ça avait été avec quelqu'un de Vancouver, ben, la personne aurait commencé en disant, bon, avant de commencer, nous tenons à reconnaître que la rencontre d'aujourd'hui va se faire sur le territoire de telle nation où on est. Au Canada anglais, ça se fait de façon systématique. Mais au Québec, on n'est pas capable de faire ça parce que là, les gens... Non, c'est pas un territoire autochtone, c'est un territoire québécois. Les ancêtres sont arrivés il y a 400 ans avec Champlain. Ouais, mais ça fait 5000 ans qu'on est là.
Fait que ces questions-là, c'est comme c'est des questions qui sont liées à l'identité, au territoire, ça vient chaud assez facilement. Donc, c'est pas simple. Donc, nous, on navigue au travers de ça, avec nos histoires, avec notre. Mais moi, je leur dis tout le temps, vous pouvez bien dire ce que vous voulez, là, mais on partira pas. Tu sais, on est encore là. Tant mieux, et tant mieux. Ils ont Delphine, essayé de nous assimiler, de nous faire disparaître. Tu sais, ils ont donné des couvertures empoisonnées aux Autochtones pour les décimer. Ils ont fait les pensionnats pour nous assimiler. Tu sais, ils ont enlevé des enfants dans les communautés ils ont fait en sorte que les femmes perdent, quand elles mariaient un blanc, perdaient leur statut autochtone pour diminuer le plus possible. Les gouvernements sont allés, ont fait beaucoup de choses pour régler le problème indien. Puis, puis c'est reconnu par l'ONU de prendre des enfants, par exemple, des sortir de leur milieu pour tenter de les endoctriner comme on a fait avec les pensionnats. L'ONU estime que c'est un génocide de faire ça. Pas un génocide culturel, un génocide parce qu'on essaie de faire disparaître un peuple. Ça fait partie aussi de l'histoire, mais quand on l'a vécu en étant ceux victimes, ça marque les esprits. Donc, ils ont beaucoup essayé de nous effacer, mais ça ne marche pas. et Delphine demande si justement la journée de vérité et de réconciliation permet de changer les choses. Est-ce que c'est un cache-misère? Est-ce que, au contraire, ça a permis, cette commission a-t-elle permis de bouleverser un petit peu l'état des lieux? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Ben, la commission Vérité et Réconciliation elle a un impact majeur parce que là, elle est établie partout au Canada une réalité. Pour le montrer, on a entendu beaucoup de gens raconter leur histoire qu'on n'avait jamais entendue. Maintenant, il y a une journée de la vérité et de la réconciliation à chaque année. Pour les gens qui travaillent au gouvernement fédéral, c'est un congé. Euh, mais au Québec, c'est pas un congé. On travaille quand même. Parce que le gouvernement du Québec, le premier ministre a dit il y a assez de congés au Québec. On n'en rajoutera pas un pour la journée de vérité et réconciliation. Alors, en soi, je trouve que c'est un choix qui parle. Mais pour nous, c'est important parce que chaque fois qu'on met quelque chose comme ça qui s'inscrit dans l'ordre des choses, ça impose une présence. Et pendant longtemps, on a eu tellement pas de présence que même ça peut paraître banal, mais pour nous, ça ne l'est pas. C'est important. Et donc, on y tient. Ouais. Si tu devais nous donner un livre ou un auteur inou que tu aimerais mettre en avant qui est peu présent en France ou peu présent au Québec aussi, est-ce que tu aurais un auteur particulier? C'est une question que je pose à chaque invité depuis quelque temps, parce que Vlil fait partie de ces émissions où on parle des gens qu'on connaît moins, qui sont moins médiatisés. Est-ce que tu aurais un auteur à nous conseiller ou un livre à nous conseiller d'un auteur inou notamment? Bon, je vais en donner deux. Elle s'appelle Marie-André Gill. Elle fait de la poésie. Puis c'est une Innu de Machoyash, incidemment. Et ce qu'elle écrit, c'est vraiment. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est sensible tant que ça à la poésie. Je comprends souvent rien. Mais elle, ce qu'elle écrit, notamment son livre Chauffer le dehors, c'est juste magnifique. Et C'est édité à la vraiment. Peuplade. Était édité à la Ah, Peuplade en France. il est un peu plat, exactement. On peut le trouver en France. Et donc, elle, c'est vraiment magnifique. C'est une jeune femme, tu sais, je sais pas ça, peut-être pas tout à fait de 40 ans ou autour de 40 ans. Puis c'est une femme avec une personnalité, un passé. C'est une vraie artiste, je trouve. Et il y a une profondeur dans sa poésie, puis il y a une il y a une écriture qui est très orale, qui, qui déchire le cœur souvent quand on lit. Moi, j'encourage à lire Chauffer le dehors. Puis il y a un autre livre de Anantan Kapesh, qui, elle, est une Innu, qui, dans les années. C'est en quelle année, elle? C'est les années 50, 60? C'est le premier livre dans le. Anantan Kapesh, elle a vécu la perte du territoire. Ce que je raconte dans mes livres, elle le vivait. C'est de son époque. Et elle a écrit un livre, Maudite sauvagesse, où elle raconte sa colère. Alors, c'est un brûlot en réalité. Puis elle raconte comment ça se passe, puis comment elle est traitée, puis ce que les Blancs font. Alors, quand moi je dis que je le fais sans vouloir vexer les gens, elle s'en fout. Puis c'est vraiment direct. Mais c'est génial d'entendre. Il a été réédité aux éditions Mémoire d'Encrier, qui sont publiées en France, donc je pense qu'on peut le trouver en France aussi. Et
c'est comme un documentaire sur une époque où on l'entend s'exprimer, puis elle raconte ce qu'elle vit, puis sa colère. Et donc, c'est un document en même temps, et ça vaut vraiment la peine, je trouve, de lire. C'est pas de la littérature au sens de l'écriture et tout, c'est vraiment un témoignage. C'est comme quelqu'un qui ferait un essai, un pamphlet, mais écrit par un Autochtone à l'époque où personne n'écrivait chez les Autochtones. Donc, ça a beaucoup de valeur, je trouve. Et je pose une deuxième question à chaque fois, à chaque invité sur l'avenir. Comment tu vois le monde dans 50 ans, en 2075, Michel? Comment tu vois également l'avenir des autochtones, des peuples autochtones, qu'il s'agisse des Inuits ou des autres? Comment tu vois cet avenir-là? Est-ce que tu considères que l'avenir est plutôt à l'optimisme, ce qui serait une première, hein, puisque dans cette émission, tous les écrivains sont pessimistes sur l'avenir. Est-ce que tu serais le seul à être plutôt optimiste? Moi, je ne connais pas grand monde qui est optimiste sur l'avenir, c'est par les temps qui courent, pas la faute des écrivains. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer le monde, où est-ce qu'on va être dans 50 ans. Je ne le sais pas en réalité. Il y a une part de moi qui se dit que l'humanité finit toujours par trouver une manière. Puis il y a une autre part de moi qui dit en même temps, l'humanité ne comprend jamais rien. Alors, lequel des deux va gagner? Honnêtement, je suis bien incapable de le dire. Ce que je peux dire sur les Autochtones, par contre, là, je suis relativement optimiste. C'est que, d'abord, je sens un changement de fond dans la population, je vais parler pour chez moi, au Québec, face aux Autochtones. Je ne vois pas beaucoup de changements au plan politique, de la part des politiques. Euh, Ils parlent, mais je ne constate pas beaucoup de changements. Euh, Vraiment pas beaucoup. Mais dans l'opinion publique, je sens un changement quand même par rapport à quand moi j'étais jeune. Euh, je le vois avec mes livres, en fait. Souvent, puis c'est comme ça depuis Cocum, puis ça continue. Les gens m'écrivent tout le temps pour me dire je ne savais pas que c'était comme ça, vous me faites voir le monde autrement, puis je vois les choses autrement maintenant. Puis souvent, les gens me disent qu'est-ce que je peux faire? J'ai honte, puis je leur dis toujours de ne pas avoir honte. Puis ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire vous renseigner, réaliser que le monde n'est pas comme vous l'imaginiez. Et ça, je vois que les gens changent. Les Québécois, entre guillemets, ordinaires, sont beaucoup plus. En fait, les Québécois sont un peuple ouvert. Ils sont beaucoup plus. Je sens plus de mouvement là que je vois au plan politique. Et l'autre chose qui me donne espoir dans tout ça, sur la question autochtone, c'est les jeunes. Alors, chez les jeunes générations, il y a vraiment une ouverture notable, euh, facile. Et je le vois parce que quand je fais des salons du livre ici et tout ça, puis c'est la même chose en Europe d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui ont lu mes livres, puis que le sujet les passionne, pas juste moi. Ce sont des questions importantes. Et je constate la même chose quand je vais en France, quand je vais en Allemagne, où que j'aille. La question du droit des premiers peuples, ce ne sont plus des questions, puis je le répète souvent au Québec, pendant longtemps, vous pouvez fermer le couvercle sur la marmite, personne ne nous entendait nous plaindre. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les Internets, les amis. C'est fini l'époque où on pouvait être comme ça, puis personne ne nous entendait. Le monde regarde aujourd'hui le Canada et le Québec et juge en France puis en Allemagne. Je me suis fait parler souvent de Trudeau, de François Legault, notre premier ministre même, en Allemagne, ça m'est arrivé, qui me posait des questions. Je veux dire, les gens, puis ça, donc, c'est à partir du moment où le monde regarde, on ne peut plus dire faire comme avant puis continuer comme toujours et ne pas se préoccuper de ce que font. Par exemple, actuellement, il y a un débat au Québec sur les barrages hydroélectriques. Et là, il y a des gens, donc, gouvernement, qui veulent qu'on fasse plus de barrages. Parce que dans l'esprit des gens, un barrage, ça ne fait pas de pollution, ça ne dérange personne. Mais on le voit dans Cocum, puis on le voit dans plein d'endroits aussi. Un barrage, c'est pas vrai que ça n'a pas d'impact écologique, là. Ça n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique, mais on rase des montagnes, on détourne des rivières. Je veux dire, quand on le voit de ses yeux, là, c'est choquant quand même. Des montagnes dynamitées pour faire des barrages en roc. Des rivières qu'on concentre dans une même rivière pour augmenter le niveau des bassins d'eau qui vont donc
générer l'électricité à travers les turbines. N'est pas me dire que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Le réchauffement climatique, oui. Et en plus, on fait toujours ça pour empêcher les gens. Ceux qui en souffrent, c'est ceux qui vivent, là. On ne parle jamais d'eux. Mais donc, il y a 25 ans, on faisait un barrage, puis personne, tu sais, on ne demande pas l'avis des Autochtones. Maintenant, je pense que ça ne passerait plus comme ça. Donc, si je ne sais pas où s'en va le monde, je sens quand même qu'il y a un mouvement actuellement qui me permet d'être modérément optimiste pour les questions autochtones. Et si jamais ça n'avance pas, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des troubles quelque part. C'est pas vrai que ça va continuer comme c'était il y a 50 ans. Mais je pense que l'après ça va venir des jeunes et que les gens aussi au Québec qui commencent à réaliser des choses. Les livres vont aider ça, mais je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi l'intérêt grandissant des gens. Alors, je suis modérément optimiste pour les Autochtones. Mais là, quel monde va nous rester quand si on a plus de droits, ça, c'est autre chose. Décidément, les jeunes ont une immense pression sur l'avenir du monde. J'aimerais que tu nous parles de Kimik qui vient de sortir au Québec et donc qui va, il me semble, sortir en début 2024, peut-être en France. Ou est-ce que tu as une date peut-être plus précise à nous Pas donner? de date encore, il va apparaître chez Seuil dans la collection encore Voix autochtones, euh, qui vient de paraître au Québec il y a une semaine et demie. Le sujet de Québec, je l'aborde un petit peu dans Joe Jagger. C'est ce qu'on appelle le massacre des chiens nordiques. Alors, c'est l'histoire des Inuits. Inuits et nous, les mots se ressemblent, mais c'est vraiment deux sociétés différentes. Les Inuits, c'est eux qu'on appelait les Esquimaux auparavant. Et donc, eux, ils ne sont pas soumis à la loi. L'idée derrière le livre, c'est que moi, j'entends souvent, et dans la frange nationaliste québécoise, les gens dire les francophones, ils sont plus ouverts à la question autochtone. La culture française était plus ouverte aux questions autochtones. C'est les Anglais qui ont causé tous les problèmes des Autochtones. Et souvent, des historiens nationalistes vont dire oui, la grande tabagie à Tadoussac, entre Champlain, il avait réuni les peuples autochtones. Mais je leur dis toujours, mais les Inuits, eux, ils ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Ils sont des citoyens du Québec comme les autres, puis ils ont les mêmes problèmes, même pire actuellement. Alors, le colonialisme s'est fait en anglais, en portugais, en espagnol et en français. Mais les gens ont de la difficulté à le comprendre. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire-là. Les Inuits ont vécu de façon comme dans des igloos jusque vers les années 1950. 1876, quand le Canada crée la loi sur les Indiens, les autres sont trop loin, on ne s'en occupe pas. Plus tard, il a été question de leur donner un statut et des droits, comme les autres peuples autochtones. Il y en a été question dans les années 30. Il y a eu la Deuxième Guerre. Après la guerre, Ottawa a dit, bon, ben, ça coûte trop cher. Déjà, les Premières Nations, ça nous coûte cher. Ils disaient au gouvernement du Québec, occupez-vous des gens, ils vivent chez vous. Puis le gouvernement du Québec, non, 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 c'est les Autochtones, c'est vous qui payez. Et c'était comme ça pendant un certain temps. Et soudainement, le gouvernement du Québec a découvert qu'il y avait un potentiel hydroélectrique dans le Grand Nord, donc des milliards de profits. Et là, le Québec s'est intéressé au Nord, parce qu'avant, on ne s'en occupait pas. Et donc, Ottawa a dit, bon, ben, vous allez devoir vous occuper des populations chez vous. Hein. Donc, il y a l'école et tout ça. Puis le Québec a dit, c'est bien. Et donc, ça a donné les grands barrages hydroélectriques qui sont la fierté du Québec aujourd'hui. Et donc, le gouvernement du Québec a regroupé les Inuits en 14 communautés. Mais un chasseur Inuit, c'est comme un ours. Ça a besoin d'un territoire pour avoir assez de nourriture. Si tu en mets 200 dans un village, ils vont mourir de faim. Donc, ils partaient. Et donc, pour les forcer à rester, Ottawa et le gouvernement du Québec ont tué les chiens. En 1950, on avait dénombré environ 20 000 chiens. Et en 1970, il n'y en avait aucun. On a réussi à en retrouver quelques-uns pour créer la race depuis, mais c'est quelques centaines. Et un chien pour un Inuit, un Inuk, c'est pas juste un chien, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport, mais aussi, quand on marche sur la banquise, le chien sent la glace, évite les dangers. Si vous êtes pris dans une tempête, le chien va revenir où vous étiez. C'est un Waze très sécuritaire parce qu'il va toujours revenir malgré la tempête. Si vous êtes attaqué par un ours, seul sur la banquise, vous ne durez pas longtemps. Mais les chiens peuvent vous défendre. Ils vont se sacrifier, ils vont se défendre jusqu'à la mort. Et aussi et surtout, les Inuits vivaient beaucoup. Nous, on est un peuple de la forêt et des rivières et des lacs. Eux, c'est les peuples de la mer. Ils vivent du baleine, tout ce qui est la mer et les phoques. Quand la banquise se forme, là, il n'y a plus rien. Et donc,
Mais les phoques vivent encore. Là. Pour vivre, les baleines s'en allaient. Les phoques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils creusent des trous dans la glace quand elles se forment et les entretiennent à mesure que la glace épaissit. Et vous allez vous retrouver avec des... Quand la glace fait 2 mètres, ça fait comme un tunnel dans la glace, qu'à chaque jour, ils ont plusieurs trous comme ça, les phoques entretiennent. Et à la surface, tu ne vois pas le trou parce qu'il y a comme de la neige. Puis ils viennent respirer, puis ils redescendent. Puis ils se promènent comme ça. Les chiens, avec leur odorat, repèrent les trous de respiration, l'indiquent aux pêcheurs, qui met une plume. Et quand le phoque remonte dans la glace, la pression d'air fait bouger la plume, bang! Sans chien, il meurt. Donc, on comprend que quand les policiers débarquaient dans les villages pour tuer les chiens devant les familles, c'est un traumatisme pour les... Et ça ne s'est pas fait en 1850. Là. Ça s'est terminé dans les années 1970 au Québec. Donc, mon roman, il raconte, c'est la trame de fond, c'est le massacre, puis il raconte ça à travers des personnages qui l'ont vécu. Et le roman est sorti là, il est en première position des palmarès, fait que ça, pour l'instant, ça va. On verra pour la suite, mais c'est un roman sur lequel j'ai travaillé 2 ans quand même. Il va paraître, j'ai hâte qu'il paraisse aussi en France, où les gens de chez Seuil là, sont enthousiastes. Alors. On a hâte. Mais pour moi, c'est un roman important parce que il y a, encore une fois, il y a un territoire dans ce roman-là, vous allez voir. Parce que c'est un territoire différent du nôtre, un territoire beau et menaçant, cruel même. Les Inuits, eux, quand, par exemple, il y avait des périodes où il n'y avait pas de nourriture, les aînés, souvent, se suicidaient pour garder la nourriture pour les jeunes, se jetaient à l'eau. Moi, je disais ça, wow! C'est un territoire où la beauté et la mort se côtoient toujours. Mais c'est un peuple avec une culture fascinante. Leur musique, avec les chants de gorge. C'est vraiment un peuple méconnu, mais fascinant. Donc, j'ai voulu comme jeter de la lumière sur ça à travers une histoire qui se passe sur 2 époques, un peu comme dans Maïkan, mais qui, un peu comme Maïkan, mais qui est différent en même temps. Et j'avais une dernière question pour toi, Michel, sur tous tes romans, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Et dans ce roman-là, dans Joe Jacque, euh, est-ce qu'on peut réellement réparer ce qui a été détruit? Est-ce que c'est possible? Quelle solution tu pourrais donner aussi à cette destruction? Est-ce qu'il y a véritablement une réparation possible? Est-ce que c'est comme ce personnage-là délit par l'étude et en tout cas ensuite la justice. Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a une solution pour toi qui paraît évidente ou est-ce qu'elle est différente selon les personnages, selon les individus qui se côtoient? Quelle solution tu pourrais donner pour avoir encore plus de lumière? Dans Joe Jagger, j'ai voulu, comme je vous le disais tantôt, montrer que toutes nos histoires ne se terminent pas mal et ne sont pas juste noires. Parce que c'est souvent comme ça dans nos littératures. J'ai pêché par ça moi aussi, parce que ce sont des histoires qui sont souvent difficiles. Mais j'ai quand même voulu que... Lépi, ça va, toi? Oui. Mon chien veut que je le sorte. Moi, j'ai pas votre attention. Eh oui, le chien de Michel fait partie. Excusez-moi, parce que ça fait 5 fois qu'il va vers la porte. Là, je pense qu'on allait au sol. C'était pas un bon signe. C'est au sol. Et donc, ce que je voulais, c'était vraiment de montrer qu'il n'y a pas que du noir. Puis j'ai des amis autochtones qui étaient qui m'ont remercié de ça. Madame Michel, ça fait du bien. Parce que, tu sais, nos histoires, elles ne sont pas toutes noires, puis c'est pas toujours. Alors, je voulais montrer que ça arrive, des histoires qui a de la lumière au travers. Euh, et je ne sais pas honnêtement comment on va reconstruire. Tu sais, parce que je suis pas en politique, mais je sais une chose, c'est que la seule solution pour que les choses avancent, c'est qu'il faut quelque part que les sociétés non autochtones ici reconnaissent que les Autochtones ont des droits, que ces droits-là, ils ne les ont jamais cédés au plan légal. Vous savez que la colonisation ici, puis la création du Canada et des États-Unis, c'est basé sur une bulle papale qui disait que quand les Européens arrivent, ça s'appelle Terra Nullius, quand les Européens arrivent sur une terre où les gens ne sont pas chrétiens, automatiquement, ils deviennent propriétaires du terrain pour christianiser le terrain. C'est la base de la Constitution du Canada et des États-Unis.
Mais au plan légal, les gens qui vivent là ont des droits aussi, puis c'est reconnu par le droit international, mais on n'a jamais cédé ces droits-là. C'est pour ça qu'on parle de territoire non cédé par des traités. Je pense que il va falloir qu'un jour les gens acceptent que les Autochtones qui vivent maintenant encore ici sur les territoires ont des droits, qui doivent être consultés quand il y a des projets qui concernent ces territoires-là, qu'on doit leur donner une forme de gestion de ça, que ce ne sont pas que des populations comme les autres qui vivent dans des villages ou qui ont le droit de faire un petit peu de chasse ou de pêche, et donc accepter de partager d'une certaine manière le territoire. Ça, c'est simple quand on le dit, mais c'est difficile à accepter pour les gens quand même. Et je ne crois pas qu'on est rendu là, mais je crois que l'idée commence à cheminer et je ne pense pas qu'il va y avoir de solution sans ça. Et je crois que la pression va augmenter sur les gouvernements ici pour que justement on trouve une solution. Donc, éventuellement, je pense quand même que ça va mener à ça ou ça va mener à toutes sortes de problèmes. Et je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est par l'éducation des gens, leur raconter c'est quoi la vraie histoire. Vous savez, dans l'expression vérité-réconciliation, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Élie Sapie-Isaac, que je vous invite à aller voir sur YouTube aussi. C'est une chanteuse Inuk, auteure-compositrice. Puis elle a dit, dans l'expression vérité-réconciliation, il y a un mot très important, c'est le mot vérité. Alors, on est encore à s'entendre sur la vérité. C'est dur de s'entendre sur la vérité, puis la vérité d'un n'est pas nécessairement la vérité de l'autre, mais on est là. Et donc, il va falloir s'entendre sur la vérité. Et si on s'entend sur la vérité, ensuite, ça va être plus facile de s'entendre sur ce qui s'est passé. Moi, c'est un peu pour ça que j'écris des livres sur ces questions-là. Je raconte le point de vue autochtone pour les Autochtones qui voient leurs histoires parce qu'ils ne sont pas dans les livres, mais les non-autochtones peuvent aussi avoir la perspective autochtone sur l'histoire. Si tu lis Joe Jaggi, tu regardes les itinérants dans la rue, tu comprends pourquoi. Après avoir Joe Jaggi, tu ne peux pas juste dire, ah bon, les itinérants autochtones dans la rue, les Autochtones, c'est des ivrognes. Quelque part, tu comprends d'où ça vient. Une fois que tu comprends d'où ça vient, tu n'as pas le même regard. Si tu lis Kokum, ben, tu comprends pourquoi la sédentarisation s'est faite, puis comment les réserves ça a été, puis les conséquences de ce qu'on a vu après. Tu le vois, ça. Si tu lis Maïkan, tu sais c'est quoi les pensions autochtones, puis comment ça les a brisées. Chaque livre, pour moi, si tu les Rémiques, ben, tu comprends aussi le point de vue des Inuits là-dedans. Alors, chaque livre, j'essaie de prendre une situation, un élément que je trouve important, puis de le mettre en perspective pour que les gens aient un regard sur ça, mais je le fais à travers la littérature, à travers une histoire que j'essaie d'être touchante, puis d'être la plus intéressante possible pour les lecteurs. Mais... Combattre les clichés. Oui, exactement. Et donc, on est plusieurs à le faire, ça, maintenant. Alors, je pense quand même que l'éducation est un outil important, puis que si on va arriver à des situations meilleures, ben ça va être comme ça. Sinon, ça ne se fera pas. Parce que c'est pas vrai qu'on fait des guerres, des batailles. Mais je pense qu'il y a assez d'ouverture chez nous pour ça. Au Canada, je veux dire. Et je suis modérément confiant. Modérément confiant. Alors, il y a deux questions en une parce que les gens t'aiment beaucoup. Alors, ils veulent te poser des questions. Il y avait deux questions. Il y avait la première sur le fait que, est-ce que c'est pour défendre justement ces droits-là qu'il y a toujours une avocate dans tes livres? C'est vrai qu'il y a une avocate, il y a souvent une avocate. Oui, je sais, oui. Et la deuxième, pourquoi avoir choisi justement un éditeur en France et pas uniquement un distributeur comme ça peut arriver aussi? Est-ce que c'est parce que le public français t'a reconnu à sa juste valeur dès le début? Est-ce que tu as une réponse à apporter à cela? Ben, les avocates, je trouve d'abord, un avocat, c'est quelqu'un qui représente la loi. Donc, je trouve que ça leur donne des outils quand ils vont affronter des situations. Donc, j'ai tendance à aimer prendre des avocats parce que si le personnage est un ingénieur, c'est plus compliqué pour l'ingénieur. Tandis que l'avocat, c'est souvent son travail de défendre les gens par la nature même de son travail, n'est-ce pas, Anthony? Et donc, je trouve que ouais. Puis les avocates, ben, j'aime en général les personnages féminins dans mes romans. Il y a un avocat dans Rémic, d'ailleurs. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à prendre des personnages d'avocats, mais
Yes. À un moment donné, je suis conscient que je ne peux pas avoir 25 avocats dans mes romans. Donc, c'est sûr que c'est ça. Puis, sur la question de l'éditeur, ben, mon éditeur au Québec, Libre Expression, c'est pas comme, mettons, La Peuplade, où ils vendent leurs propres livres là-bas en France, ils le font pas. Donc, quand j'ai voulu, quand c'était la question d'envoyer mes livres en France, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, ça me prenait un éditeur. J'avais choisi au début, j'avais le choix entre un éditeur français assez connu et de paysage, puis j'avais choisi moi-même de paysage, qui n'avait pas encore publié de roman à cette époque-là, parce que j'aimais l'idée d'être avec un, euh, un petit éditeur qui travaillerait fort avec moi. Puis on a fait Cocum, on a fait plusieurs livres quand même. Mais ensuite, quand à un moment donné, on parlait de Joe Jagger, euh, comment je dirais, euh, mon éditeur, puis moi, on ne peut pas dire qu'on s'entendait à 100% sur le livre. Donc, bon, je me trouve quelqu'un qui vraiment aime comme moi j'aime le livre, tu sais. Puis c'est normal, les gens ont le droit d'avoir une sensibilité ou pas. Puis après ça, ben, il y a eu, tu sais, à travers Point, dans le fond, un peu par une circonstance qui sont accumulées, ben, j'étais en contact avec les gens du Seuil, puis eux, c'est eux qui m'ont approché après, au moment où je cherchais, dans le fond, où le publier à ce moment-là. Et je suis content aussi parce que pour moi, c'est simplement la continuité, si on veut, de ça, parce que c'est quand même des gens de livres, c'est des gens de grande qualité, des femmes d'ailleurs. Il n'y a, que des femmes là-bas. Mais je suis habitué, mon éditeur au Québec, c'est pareil. Euh, et surtout, euh, c'est des gens qui y croient. Parce que je les vois faire des efforts pour soutenir mes livres. Tu sais, je veux dire, j'ai vu Bénédicte puis Laurence, tu sais, travailler fort pour essayer de pousser, tu sais, d'utiliser tout ce qu'ils sont capables. Parce que, tu sais, des fois, on a une image, oh, aux éditeurs, Seuil, c'est facile. Non, non. Ils travaillent autant, hein, puis je les vois mettre les efforts, sortir le livre avant pour l'envoyer, être capable de l'envoyer aux critiques avant, puis tu sais, engager une attachée de presse qui va, qui va faire du prêt. Puis je les vois vraiment travailler fort. Et donc, moi, comme je disais, tu sais, écrire un livre, c'est un travail solitaire, mais publier un livre, c'est un travail d'équipe. Alors, je me trouve chanceux d'avoir des gens qui croient dans mes livres, puis qui y croient. Je veux dire, quand tu écris, là, c'est... tu doutes tout le temps. Parce que je ne connais pas d'auteur qui ne doute pas. Puis, moi, je ne fais pas lire mes manuscrits par beaucoup de gens, hein, très peu. Mais, mais je doute tout le temps. Et c'est pour ça que quand le livre paraît, là, tu te demandes est-ce que les gens vont aimer, pas aimer. Tu sais. C'est comme un chanteur, c'est pas parce que tu aimes tel chanteur que tu vas aimer toutes ses chansons. Fait que tu peux moins aimer. Hein. Mais quand il y a des gens qui croient en toi, puis qui font pas simplement le dire, qui travaillent, tu sais, pour que ça marche, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont plus précieuses que ça pour un écrivain. Tu sais, des gens qui croient en toi, puis qui travaillent, qui mettent de l'effort personnel, puis qui mettent leur tête sur le bio pour toi. Puis les gens chez ça, ils ont fait ça pour moi. Fait que je sais que des fois, tu sais, on a la perspective des grandes maisons d'édition, mais yep. Mais je me sens quand même chez ça comme dans une petite équipe, qui a des moyens, mais une petite équipe qui se bat, puis qui se bat avec moi. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé, puis je suis vraiment content. Autant j'ai aimé publier chez De Paysage, puis c'était mon choix, puis je pense qu'on a fait du bon travail ensemble, puis après ça, on est restés amis, là. Mais en même temps, après ça, c'est comme une continuation. Puis on verra où ça va après ça. C'est une nouvelle aventure pour toi et on te souhaite évidemment le meilleur. Oui, Euh, mais la seule chose que je veux dire, c'est que moi, par exemple, les droits, en général, quand tu as un livre, là, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as un éditeur ici, puis l'éditeur vend les droits. OK? Puis l'éditeur vend les droits en Allemagne, etc. Moi, en France, j'ai gardé les droits à moi. Alors, mes droits ne sont pas vendus par ma maison d'édition au Québec. Je possède mes droits. C'est moi qui les ai négociés avec la maison d'édition. C'était comme ça avec Le Paysage, c'est comme ça avec Seuil. Et la raison pour laquelle je fais ça, je ne le fais pas avec l'Allemagne où mes livres sont traduits dans des langues que je ne comprends pas. Même, je ne l'ai même pas fait avec le Canada anglais. Mais avec la France,
je voulais garder, c'est pas pour on partage les droits d'auteur dans ce temps-là, c'est pas du tout pour une question d'argent. Je voulais garder le lien entre l'éditeur, de travailler directement, parce que si, mettons, tu travailles, tes livres sont vendus dans un pays, ben, tu vas parler avec la personne qui vend les droits ici, qui, elle, va parler avec l'éditeur, qui va parler Moi, je voulais parler directement avec l'éditeur pour avoir une relation écrivain à éditeur. Et c'était comme ça avec Amaury quand je suis chez De Pézard, c'était comme ça chez Seuil aussi. Je voulais vraiment être avoir l'impression d'être dans le même lien que je suis au Québec. Puis il y a que pour la France que j'ai gardé ça. Mais pour moi, c'était bien important. Et si on terminait cette rencontre par un deuxième extrait que tu nous lirais? Oui, j'ai beau. On bouge pas, promis. Alors, chapitre saumon. Très beau chapitre. Merci. Les saumons naissent dans de belles rivières aux eaux vives et limpides comme la Bersimis. Ils y vivent jusqu'à 3 ans, puis migrent vers l'océan. Ils habitent les eaux glacées profondes de l'Atlantique Nord, du Labrador jusqu'à la mer Baltique. Une fois arrivés à maturité, ils retournent à la rivière où ils ont vu le jour pour se reproduire et mourir. Les scientifiques ignorent ce qui pousse des poissons à quitter l'eau douce pour l'océan salé. Ces mondes ne se mêlent pas. Pourtant, le poisson retrouve l'exact endroit où il est né, comme si cela était inscrit en lui. Ce destin, à la fois magnifique et tragique, a toujours fasciné les hommes. Peut-être parce que, comme les poissons, ils sont souvent eux aussi épris d'un irrésistible désir de partir dans leur jeunesse pour revenir à leur lieu d'origine plus tard. Assis autour d'un feu rougeoyant leur visage, Charlie, Lucien, Randy, Élie et Géronimo partagent ainsi le sentiment de réconfort que procure à tous les êtres vivants le fait de se retrouver dans un environnement qui rappelle son enfance. En compagnie de Salomon et de Jeannot, le groupe déguste le repas de poisson grillé. Les flammes ont donné à la chair moelleuse et grasse du saumon un léger goût de fumée et leur crépitement berce une nuit sans lune. Aucun des hommes ne pense à l'alcool, pas même Charlie, qui pour la première fois depuis 5 ans vient de passer 2 jours sans boire. Le parcours de Lucien, Randy ou Charlie se ressemble, mais aucun d'entre eux n'arrivera à mettre le doigt sur l'événement qui a fait dérailler leur vie. Toujours une succession de circonstances. Si beaucoup de chemins conduisent à la rue, un seul permet d'en sortir, explique Geronimo. Il faut savoir d'où on vient. Rien vous oblige à aimer le bois. Que vous le vouliez ou non, ça fait tout de même partie de vous, dit-il d'une voix résolue. Randy, Lucien et Charlie hochent la tête. Moi, intervient Jeannot Bacon, j'ai appris tout ce que je sais de mon père. Assis dans le sable, les bras croisés face au feu, le jeune guide parle d'une voix qui paraît parfois hésitante. Pourtant, c'est un homme sûr de lui. J'ai commencé à aller dans le bois quand je vais avoir quelque chose comme 6 ans. Hein, papa? Le vieux Salomon cligne des yeux. Aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Il faut aussi travailler pour faire vivre sa famille, mais on peut aussi continuer à venir ici. Jeannot explique qu'il va leur apprendre ce dont ils auront besoin. Beaucoup des nôtres vivent dans la rue, mais il y a aussi d'autres chemins, plus anciens. Jeannot a environ le même âge qu'Ili, qui se demande quelle tournure aurait pris son existence si Mouchoum ne l'avait pas quitté si tôt, s'il avait pu profiter plus longtemps de sa présence et de son savoir. Moi, dit Charlie, c'est la première fois que je monte une tente. C'est fou, hein? Dans le temps, c'était toujours un adulte qui le faisait pendant que nous autres, on s'amusait. En écoutant Charlie, Élie songe que même si son grand-père avait été là, lui aussi aurait peut-être été, comme la Tikamek, emporté dans le sillage de ses amis. Merci, Michel. Il est temps de te remercier pour ta générosité, pour ton talent, pour tous les compliments que je te fais à chaque fois que je te vois. Mais c'est comme ça. Michel Jean Eblis, c'est une grande histoire d'amour et je Oui. suis tellement heureux à chaque fois de te retrouver pour un nouveau roman, pour une nouvelle rencontre. À chaque fois, c'est un plaisir immense de t'avoir, de t'écouter, d'écouter ce que tu as à dire et avec l'engagement que tu as à chaque fois, on ne fait que fondre devant tes propos. Et je pense qu'à chaque fois, c'est unanime. On peut mettre n'importe qui devant toi et on a l'impression que n'importe qui peut succomber à ce que tu dis. Merci, Michel. Merci infiniment et je te souhaite vraiment tout le meilleur et encore plus pour Joe Jagger
qui porte en lui un véritable engagement, une véritable tendresse pour ces itinérants qu'on connaît moins, qui, comme tu le dis, ont ces visages invisibles et auxquels on devrait s'attacher davantage. Donc, merci, tout simplement, Michel. Merci, Anthony, puis merci à tous les gens de l'île. C'est vrai, moi, je l'ai dit au début, Vlille, c'est comme revenir à la maison parce que c'est avec les gens de Vlille que ça a commencé en France. Puis ça aurait sans doute pas été la même affaire, ni même possible si les gens ne m'avaient pas accepté, soutenu, lu mes livres. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui sont devenus des amis. Puis c'est pas fini. Je vais passer plus de temps en France dans les prochaines années. Puis j'ai bien l'intention qu'on en profite pour faire des trucs puis faire toutes sortes de choses qui vont être le fun. Fait que je vous remercie à tous beaucoup pour votre accueil là. Et au plaisir de se retrouver. À très vite. On fera Merci des... à tous. Au Salut revoir. tout le monde. Au revoir tout le monde. Bye. Oh, c'est fini. Et oui, c'est fini. Merci à vous en tout cas. À la prochaine. C'est super. Puis, à un moment donné, j'ai comme perdu l'écran. J'avais juste comme un petit carré que j'ai comme perdu le zoom, mais je voyais juste Anthony puis moi. J'avais peur que ça tombe, mais ça t'a fait. Puis là, tu nous vois-tu plus, là? Non, là, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ah bon, d'accord. Ben, Ben merci là, je vous beaucoup, vois, là. Michel. Là, c'est comme revenu. OK, là, je Merci vous vois. beaucoup, Michel. Merci à vous, hein. Et merci tout le monde. Au Au revoir. revoir. À bientôt.